Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ouais, on est mardi, ça compte encore. Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine et tout ça. Vous nous entendez, on est en français ce soir, on est de retour pour parler d'Europe dans un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous expliquer dans un moment. Alors notre invité, il est français, hein, c'est pour ça qu'on parle français. Mais il n'est pas député européen, il n'est pas nécessairement complètement spécialisé sur les questions européennes, mais il traite de choses qui sont très intéressantes au niveau européen. Donc ce soir, notre invité, d'ailleurs, je vais switcher, hop, comme ça vous voyez le petit profil que j'ai fait. Donc notre invité de ce soir, c'est Vincent Couronne, donc il est docteur en droit public, en droit européen pour être plus exact, et surtout, il est cofondateur du média de ce qu'on appelle Legal Checking, Les Surligneurs, que vous avez peut-être déjà pu voir sur les réseaux sociaux ou même à la télé, il intervient régulièrement sur les plateaux. Et donc du coup, dans ce cadre, Vincent Couronne, il a beaucoup travaillé sur les questions européennes, et il est aujourd'hui membre d'un organe européen de fact-checker européen qui sert un peu de point de contact pour les plateformes en ligne et aussi pour les institutions européennes pour la lutte contre la désinformation, puisque c'est le cœur de leur activité. Alors du coup, ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque en fait, on va parler d'une question politique un peu transversale, hein, puisqu'elle est la question de la désinformation, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, et les différences ne sont pas nécessairement marquées. On va quand même parler de ça dans un cadre européen, on va parler DSA, on va parler intelligence artificielle, etc. Mais bon, quand même, on va être sur un sujet un peu plus transversal de ce qu'on fait d'habitude. Et avant de se lancer, je vais rappeler les règles de la maison pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc, notre invité va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il sera libre d'aller profiter du reste de sa soirée. Et vous, vous serez bloqué avec moi, hein, pas de bol. On fera un petit débrief d'une demi-heure, en gros, pour discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, couvrir des questions supplémentaires, discuter de vos impressions d'une manière générale, et d'une manière générale, papoter autant que vous voudrez. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions. Vous êtes libre, bien entendu, de suggérer vos questions et vos commentaires via le chat, c'est là pour ça, et je garderai un œil là-dessus. Bien évidemment, faites ça dans la bonne humeur, sans spammer. Je garderai un œil sur ça, donc je transmettrai vos suggestions. Restez dans les sujets, comme d'habitude, on est sur une chaîne qui parle de politique européenne. Parlons dans la mesure du possible de politique européenne. Sinon, au pire, je sélectionne pas la question, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Vincent Couronne, bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Donc, vous m'avez entendu faire une petite introduction à votre propos là maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié que vous voudrez ajouter avant qu'on se lance ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours assez assez éclectique, donc il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire et c'était plutôt bien résumé. Donc bravo pour avoir réussi à faire ça. Et simplement, j'ajouterais peut-être que je suis tombé assez tôt en fait dans les questions européennes, même si en fait j'avais pas forcément le profil d'un privilégié qui voyage, qui parle plusieurs langues, etc. Mais quand j'étais jeune, en fait, j'ai été très tôt intéressé par ces questions-là. Et puis, en fait, comme j'étais assez ambitieux, je me suis dit que je voulais faire quelque chose. Donc, je suis parti faire du droit. J'en ai fait une thèse, même une thèse en droit européen. Et puis, jusqu'à ce que je tombe dans une autre marmite à côté de celle du droit, qui est celle de la lutte contre la désinformation, des médias. Et me voilà aujourd'hui, en fait, à être à la tête d'un média qui lutte contre la désinformation, mais sans être complètement parti de l'Europe, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, désormais, je suis aussi investi au niveau européen, à Bruxelles, dans cette coordination de la lutte contre la désinformation avec tous les fact-checkers en Europe. Alors, vous dites que vous êtes tombé assez tôt dans la marmite européenne, c'est vrai, puisque vous avez été, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous avez été président du Parlement européen des jeunes à l'époque. Alors du coup, vous étiez président pendant toute la période ou vous avez juste occupé le poste à un moment comment ça s'est passé cette étape au Parlement européen des jeunes ? J'étais président déjà de la section française du Parlement européen des jeunes, qui était la plus importante à l'époque en Europe, je l'ai été pendant 2 années, qui ont été absolument incroyables. J'étais à l'époque étudiant en licence à Paris, et donc j'avais cette chance dingue de pouvoir, du coup, pour cette fonction-là, justement, voyager, rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de jeunes partout en Europe, et ce qui a non pas forgé ma conviction européenne parce qu'elle était déjà forgée avant, mais ce qui m'a permis justement d'avoir cette expérience européenne qu'on n'a pas forcément quand on grandit dans le sud de la France, dans un petit village, sans forcément tout ce contexte, je veux dire, transnational ou européen qu'on peut rencontrer très facilement à Bruxelles.
Mmh. Alors du coup, vous êtes tombé après dans la 2e marmite qui est celle de la désinformation et vous avez lancé ce fameux média de legal checking qui est les surligneurs. Donc du coup, peut-être pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est que les surligneurs, qu'est-ce que c'est que les surligneurs? Qu'est-ce que vous y faites? Et aussi pourquoi vous avez lancé ce média? Alors, il faut imaginer que, enfin, déjà bien se souvenir que moi, je suis juriste à la base. J'ai fait une thèse de doctorat en droit européen. Et il y a deux choses, c'est que très souvent, quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, quand on lit la presse, on se rend compte que les gens qui s'expriment, évidemment, ne sont pas tous juristes, fort heureusement, sinon on serait quand même dans un monde assez triste. Mais surtout que les journalistes, en fait, qui couvrent les questions politiques, n'ont pas forcément des notions juridiques très poussées. Et donc, on entend beaucoup d'erreurs sur le droit, de la part des journalistes, mais aussi de la part des politiques, qui eux aussi n'ont pas tous une formation de juriste. Quand on y ajoute la couche européenne, là on se rend compte qu'il y a encore plus de désinformation, d'erreurs, etc. Parce que non seulement la plupart des gens n'ont pas fait le droit, mais en plus de ça, la plupart des gens ne connaissent pas grand-chose au fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, ce qui fait que quand on a fait soi-même toute sa formation en droit européen, eh bien, on tombe de sa chaise à peu près 3 fois par jour quand on écoute les médias et quand on écoute les politiques parler. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, avec un ami designer, en 2016, de créer Les Surligneurs, un média qui est consacré à la lutte contre la désinformation. Au début, je voulais que ça soit uniquement sur les questions européennes, sauf que je me suis dit, personne ne viendra lire mon blog. Donc du coup, contrairement à MEP Assistant qui a beaucoup plus de succès, je pense que ce que mon blog aurait eu comme succès à l'époque. Mais du coup, je me suis dit, on va l'élargir à toutes les matières du droit. On va lutter contre la désinformation. On va vérifier ce que disent les personnalités politiques et on va le comparer avec l'état du droit. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron disait en 2017 il va falloir créer un corps de garde européen, de garde-côtes et de garde-frontières, ben nous on disait ça existe déjà, tout simplement. Voilà, lorsque Marine Le Pen dit il faut expulser tous les fichiers S, eh ben nous on dit pourquoi d'un point de vue juridique ça pose quelques problèmes et c'est pas si évident que ça à faire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Et en plus de 5 ans maintenant, on a publié plus d'un millier d'analyses juridiques sur le discours des politiques. Alors du coup, vous appelez ça du legal checking. Alors souvent, nous on connaît l'expression du fact-checking, hein, on a plein de blogs, notamment de la presse, qui sont dédiés au fact-checking. Au-delà de, enfin, comment vous différenciez un peu le legal checking du fact-checking classique, on va dire? Ben, le legal checking, c'est une branche du fact-checking, c'est que nous, qu'on a inventé, qu'on a développé. C'est-à-dire que vous avez le fact-checking, c'est la vérification des faits dans son ensemble. C'est ce que font les décodeurs du Monde, Check News de Libération, les vérificateurs de TF1, etc. Et nous, en fait, là-dedans, on va prendre un élément qui est l'élément spécifiquement juridique et on va faire du fact-checking juridique. Ce qu'on appelle donc en raccourci du legal checking. Et que font parfois d'autres médias, hein, mais de manière plus sporadique et plus homéopathique, on va dire. Mhm. Nous, on ne fait vraiment que ça, c'est notre spécialité. Et du coup, vous couvrez uniquement on va dire les discours des personnalités politiques, vous couvrez aussi un peu les médias, ou quel est le focus plus sur, pour ce qui concerne les On, surligneurs? on couvre en fait essentiellement les personnalités politiques, mais ça nous arrive parfois, et françaises comme européennes, hein, de toute façon, à partir du moment où, comme notre lectorat est en France, à partir du moment où le propos a été tenu publiquement et qu'il a une influence sur le débat en France. Donc ça, on couvre essentiellement ça, mais on ne s'interdit pas aussi d'aller vérifier les propos de responsables syndicaux, de responsables associatifs ou d'entreprises, etc. Parce que lorsque, eh bien, ils s'expriment dans le débat public, que sur un plateau télé, par exemple, ils vont dire quelque chose qui est faux juridiquement ou alors a besoin d'être précisé. Ça nous est même arrivé parfois de vérifier et de surligner, comme on dit, des propos de personnes lambda, en fait, parfois lorsqu'il y a un micro-trottoir. Bon, parce qu'il peut arriver qu'un propos d'une personne qui n'est pas élue, qui est candidate à aucun poste, qui a aucune responsabilité particulière dans notre vie démocratique, eh bien, son propos isolé, façonné sur les réseaux sociaux, bombardé sur les chaînes d'information continue, est un impact. Et là, pour le coup, évidemment, nous, on s'en saisit. Alors du coup, quand on parle de discours des politiques, enfin,
c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué un petit peu. Tous les personnalités politiques ne sont pas nécessairement des juristes. Et en même temps, est-ce qu'on peut exiger d'une personnalité politique d'être tenu à la rigueur juridique absolue? C'est-à-dire, est-ce que quelque part une partie de l'activité de faire de la politique, c'est pas justement parfois d'exagérer les choses, de les simplifier un peu ou beaucoup pour pouvoir faire passer une idée au lectorat, à l'électorat du manière générale? Donc, on doit dire quelle est la limite entre la désinformation et on va dire le jeu politique légitime, on va dire. Bah, la limite, en fait, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le politique au mot. Et ça c'est une première chose, c'est-à-dire on va se dire qu'est-ce qu'une personne non informée ou alors non spécialiste sur un sujet va retenir de l'intervention du politique ou de la politique. Et donc nous, on va essayer à partir de là, eh bien, de venir décortiquer, de venir analyser ce qui a été dit pour expliquer pourquoi c'est faux ou pourquoi c'est à nuancer, etc. Mais après, on n'est pas complètement obtus. Et évidemment, les différentes couches de lecture, les différents degrés de lecture, on les saisit aussi. Lorsque, par exemple, pendant la campagne présidentielle en 2022, la France insoumise avait proposé, martelé sur les plateaux télé qu'il fallait mettre en place une désobéissance européenne, nous, ce qu'on a dit, c'est pas possible, on peut pas désobéir. On a essayé aussi de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par désobéissance européenne? C'était faire pression sur les États pour réviser les traités. C'était profiter en fait des exceptions qui sont possibles déjà dans la législation européenne pour, par exemple, mieux subventionner certaines entreprises, nationaliser d'autres entreprises, etc. Mais systématiquement, c'était des choses qui n'étaient pas formellement interdites par les traités européens. Mais eux, dans le discours et dans le marketing politique, ils appelaient ça la désobéissance européenne parce que ça faisait plaisir aussi à leurs électeurs. Donc nous, ce qu'on essayait de dire, c'était de décortiquer ça et de dire la désobéissance européenne, d'un point de vue juridique, on ne peut pas le faire, même si certains le font, mais il y a des sanctions derrière, et si on le faisait, il y aurait des sanctions aussi. Mais en réalité, ce qu'il faut voir derrière ce que dit LFI, c'est plus en fait une posture politique qu'une vraie, comment dire, opposition aux règles européennes. Pourtant, enfin, puisqu'on parle des désobéissances européennes, c'est un truc que j'ai pas, c'est une de mes marottes, je dois l'avouer. Pourtant, quand on regardait ce que LFI et maintenant la NUPES dit quand on parle de désobéissance européenne, ils disent et ils écrivent un refus d'appliquer le droit qu'ils considéraient en conflit avec leur programme. Parfois, il y avait même des questions de faire du chantage au fonds européen. Bon, les vétos, ça, on va dire, c'est légal, il n'y a pas de souci, c'est une question de jugement politique, mais il y a quand même des choses qui sont clairement en violation du droit, même quand parfois ils se disent bah oui, le droit français ou le programme est supérieur à ce que l'Union européenne peut exiger. Enfin là, on n'est pas dans de l'exception ou de la marge de manœuvre. Effectivement, il peut y en avoir un petit peu, mais là, ça me semble assez clair quand même. Oui, il y avait des cas, je suis tout à fait d'accord, il y avait des cas où clairement c'était une impasse leur position. Ce que je retenais c'est que dans certains cas, les exemples qu'ils mettaient en avant, c'était regardez l'Espagne ou alors regardez le Portugal. Ils n'ont pas respecté la règle des 3% de déficit, ils n'ont pas été mis à l'amende. Nous, on fera pareil, on respectera pas et on ne sera pas mis à l'amende. Et ils ont raison. Je veux dire, si la France ne fait pas les 3% de déficit, déjà... elle l'a pas fait depuis longtemps, ouais. Elle l'a pas fait depuis longtemps. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent les traités? Ils disent pas il faut être à moins de 3%. Les traités européens disent précisément il faut se rapprocher des 3% pour essayer de repasser sous la barre des 3%. Bon, si on est dans une dynamique où on s'en rapproche, mais en plus de ça, les traités prévoient aussi que par moment, on peut s'en éloigner lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est justifié, lorsqu'il y a une crise, etc. En fait, les critères de Maastricht, comme on les appelle, sont beaucoup plus souples que ce qu'on pense. Et même lorsqu'on ne les respecte pas de manière frontale, le Portugal et l'Espagne, ils ont eu une amende de 0 €. Bon, voilà. Donc, que LFI dise on va désobéir à ces règles-là, ok, allez-y, mais en réalité, vous désobéissez beaucoup moins que ce que vous croyez. Enfin, vous êtes beaucoup moins punk que ce que vous avez que ce que vous dites, en fait, quand on regarde les traités européens. Alors j'ai une question dans le chat, puisque vous disiez que vous couvriez aussi de temps en temps des propos de personnalités non françaises. Est-ce que vous couvrez ces propos quand ils les prononcent en français, ou est-ce que vous couvrez aussi d'autres langues européennes? S'il y a un discours en anglais, est-ce que vous allez couvrir ce discours en anglais, ou c'est uniquement s'il y a
les médias français vont s'en saisir et mettre les sous-titres et dire bah voilà, Madame Van der Leyen a dit ça, je ne sais pas où et Uniquement lorsque le propos a été au moins traduit en français. C'est-à-dire que s'il n'a pas été, s'il n'a pas circulé en langue française en France, ça veut dire que les médias ne s'en sont pas saisis. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, ça n'a pas beaucoup circulé en fait dans les cercles français et francophones. Donc on ne s'en saisit pas. Par exemple, je me souviens du fait qu'on ait surligné des membres du gouvernement hongrois ou polonais, alors qu'ils s'étaient exprimés en hongrois et en polonais, mais simplement parce que Le Point, l'Express ou Le Monde avaient repris leur citation traduite en français et que c'était donc passé dans le débat public français. Mais s'il n'y a pas ça, nous on ne soulignera pas, parce que le risque en faisant ça, c'est de donner de l'écho à une fausse information qui, sans notre aide, en fait, serait restée là où elle était, au chaud, en Hongrie ou en Pologne, sans qu'elle fasse de dégâts en France. Ça, c'est aussi un souci permanent du fact-checker, c'est de ne pas donner plus de vues à de la désinformation qu'elle n'en aurait si on s'était pas occupé d'elle. Et est-ce que, après avoir surligné, je sais pas, une personnalité politique en France, vous avez eu un retour de bâton de la part du politique qui vous a publiquement repris, ah bah tiens, les surligneurs ont dit ça, mais c'est un mensonge, ou de la part des militants qui vous sont retombés dessus? C'est quelque chose qui arrive régulièrement quand vous surlignez les gens? Oui, en général, ils sont pas très contents quand on les surligne. Ça, c'est évident. Et donc, oui, bah, il y a forcément des cas où bah, on s'en prend un petit peu, on en prend un peu pour, voilà. Au début, quand ça nous arrive les premières fois et quand on a lancé les surligneurs, je dois dire que certaines réactions de certains politiques étaient suffisamment, comment dire, agressives ou violentes pour que j'en dorme pas pendant quelques jours. Et puis après, on met en place des processus internes de vérification, et puis on apprend aussi à gérer ce genre de choses, et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la réponse de certains politiques, notamment chez les Républicains ou alors chez LFI aussi. Il y a, et puis le RN, alors le RN, bizarrement, il nous embête pas trop ces derniers temps, mais chez les Républicains ou LFI, la France Insoumise, on a très fréquemment en fait des réactions très négatives à nos articles, ou ce qu'on nous oppose quand nous on dit bah non, ce que vous dites c'est faux, le droit fait c'est ça, ou alors telle promesse elle est juridiquement pas tenable, sauf à réviser la Constitution, sauf à ne plus respecter l'état de droit, sauf etc. etc. Et ce qu'on nous répond parfois, c'est bah c'est pas les juristes qui font la loi, c'est les politiques et c'est le peuple. Mais le problème, c'est que, pourquoi pas, mais le problème, c'est que quand une personnalité, alors notamment, je ne dirais pas son nom, mais de droite, proposait de supprimer pour les crimes, les criminels, la possibilité de faire appel d'une décision de justice. C'est-à-dire que quand on est condamné en première instance, quand on est criminel, on n'a plus de possibilité de faire appel. On va en prison, point. Pas de rejugement ou quoi que ce soit. Nous, on dit que bah, ça serait contraire au droit de l'Union européenne, contraire au droit de la Convention européenne des droits de l'homme, contraire à d'autres chartes internationales, contraire à la Constitution française, etc. Et donc, ils peuvent proposer ça, mais ils auront toutes les peines du monde en fait à mettre ça en œuvre. Et quand ils nous opposent, ben, c'est pas les juristes qui font la loi, c'est le politique. Bah oui, mais en même temps, c'est le politique aussi qui a adhéré à l'Union européenne, c'est le politique qui a rédigé la Constitution française, etc. Donc c'est pas rien non plus. Donc c'est aussi souvent des légitimités qui s'opposent et qui se confrontent entre elles. Oui, et puis ça retombe quelque part aussi à la notion de respect de l'état de droit. Je veux dire, effectivement, les politiques font le droit à l'Assemblée nationale, mais en même temps, ils sont tenus par des obligations en termes d'état de droit. Donc c'est un peu, c'est pas non plus une domination absolue du politique sur le juridique, et vice versa non plus. Hein, mais Ouais, tout à fait. On a enfin moi ce que je dis tout le temps, c'est que dans l'état de droit, tous sont soumis au respect du droit, y compris les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous êtes président de la République, vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous êtes soumis aux règles de droit comme tous les autres. Et les premiers qui sont là pour dire ben, on peut s'affranchir de la Constitution ou de l'Union européenne pour mettre en place nos propres règles, sont les premiers aussi à critiquer le fait que un ministre fasse, comment dire, détourne de l'argent, qu'un président de la République s'extrait de règles de marché public, etc. Donc, il faudrait savoir aussi, bon, mais quand c'est l'état de droit, c'est l'état de droit pour tout le monde et pour toutes les règles. Alors parlons un peu maintenant de la désinformation, des mécaniques de la désinformation. Alors quelque chose qu'on entend souvent depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est dire qu'en fait, maintenant aujourd'hui, on vit dans l'ère de la post-vérité, où chacun vit dans sa bulle, avec sa propre vision du monde, avec des phénomènes de culture war d'une bulle à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de notre société d'aujourd'hui?
Ah, non seulement je suis d'accord, mais en plus de ça, je suis extrêmement pessimiste sur l'évolution des choses. Il y a clairement aujourd'hui une radicalisation des opinions publiques du fait de la conjonction à la fois des réseaux sociaux qui fonctionnent grâce aux bulles de filtre et grâce à cette radicalisation du débat, que ces réseaux sociaux, ces plateformes numériques, Facebook, Twitter et compagnie, vont accentuer parce que ça fait partie de leur modèle économique. Euh, Conjonction entre ça et aussi d'autres phénomènes, comme par exemple les chaînes d'information continue, qui ont besoin aussi, elles, de jouer sur cette polarisation des débats. Mais les réseaux sociaux, à mon sens, ont une responsabilité gigantesque dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je suis assez pessimiste pour l'avenir, c'est que même si on adopte aujourd'hui des lois très ambitieuses, je pense au DSA, hein, la loi européenne sur les services numériques, je pense à la loi française sur la manipulation de l'information, etc. Même si on adopte toutes ces règles qui vont dans le bon sens, je ne suis pas certain que la puissance économique, financière de ces grandes plateformes puisse vraiment être sérieusement inquiétée par ces normes. Donc, je suis pas défaitiste ni fataliste ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a il y a des moyens de s'en sortir. Il y a une voie étroite, mais quand même, oui, oui, on est. Bah, si on regarde aujourd'hui, par exemple, il y a quelques années, un des cadres de Facebook, qui s'appelle Andrew Bosworth, c'était en 2016. C'était un des principaux cadres de Facebook. Aujourd'hui, Andrew Bosworth, il est président de Meta Virtuel, c'est-à-dire tout ce qui, chez Meta, s'occupe du métaverse, de la réalité virtuelle, etc. Andrew Bosworth, il a fait circuler une note interne au sein de toute l'entreprise Facebook pour dire, voilà, nous chez Facebook, euh, quoi qu'on publie ou quoi que nos utilisateurs publient, que ça soit bon ou mauvais, entre parenthèses, terrorisme, point de suspension, fermez la parenthèse, tant que c'est bon pour notre croissance, on s'en moque. Tout ce que nos utilisateurs publient, que ça soit bon ou mauvais, tant que c'est bon pour la croissance, il faut le pousser. Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité radicale. C'est un principe de neutralité radicale et que Mark Zuckerberg a même répété devant le Congrès lorsqu'il a été auditionné l'année dernière. Et ce qui fait que, en fait, vraiment, quand je dis que ça fait partie de leur modèle économique, quand on sait que de la désinformation en ligne atteint 100 000 personnes 6 fois plus vite qu'une information juste, en fait, on voit derrière pourquoi c'est important économiquement pour ces plateformes que la désinformation continue de circuler. Et, Parce que ça rapporte. et du coup, enfin, sur la désinformation, vous dites que voilà, la désinformation circule 6 fois plus vite qu'une information qui est juste. Qu'est-ce qui fait que la désinformation va être diffusée si rapidement, si massivement, et que les gens vont croire en fait à cette désinformation? C'est quoi le mécanisme derrière? Parce que comment dire, les plateformes numériques, elles ont besoin de récolter de plus en plus de données personnelles, toujours plus de données personnelles de notre part, parce que ça leur permet de vendre de la publicité bien placée, bien ciblée et la vendre plus cher. Et pour collecter des données personnelles, ces plateformes ont besoin que on puisse interagir avec elles, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'engagement. Et donc, pour générer de l'engagement de notre part, c'est-à-dire le fait qu'on va ouvrir Twitter, liker, éventuellement répondre à un message, retweeter, partager, etc. Pour qu'on fasse ce genre de choses, il faut qu'on soit amené à venir sur Twitter. Et ce qui va nous amener sur Twitter ou sur Facebook ou sur d'autres plateformes, hein, Instagram, TikTok, etc., ce sont des contenus qui vont aller dans le sens de ce qu'on pense ou alors qui vont nous révolter. Donc ce sont souvent des choses, quand ça va dans le sens de ce qu'on pense, ça nous isole dans ces fameuses bulles de filtre, et quand ça nous révolte, bah, ça nous radicalise. Et donc la conjonction de ces deux choses fait que bah, on se polarise sur les réseaux sociaux et on se parle plus entre nous. Et donc plus il y a d'engagement de la part des utilisateurs, plus les plateformes arrivent à récolter des données personnelles, et donc plus ça leur rapporte. Et donc elles ont tout intérêt à diffuser ou à favoriser la diffusion de contenus qui sont révoltants, qui sont plus radicaux, etc. Parce que ce sont des choses qui vont nous pousser à réagir. On voit quelque chose révoltant sur les réseaux sociaux, on réagit, on le partage en disant mais t'as vu ça, c'est incroyable, etc. Des choses scandaleuses, des choses spectaculaires. Et dans ces contenus-là, très souvent, il y a la désinformation.
En général, l'information vraie, elle est souvent beaucoup moins spectaculaire que Mhm. que l'information fausse. Et du coup, il y a une question dans le chat. Est-ce que au final, c'est pareil que la culture du buzz? On peut dire que c'est pareil que la culture du buzz, avec la question de la viralité, qui évidemment joue un rôle assez important dans la diffusion de la désinformation. Et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure des chaînes d'information continue. Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls responsables. Et la culture du buzz, elle ne vient pas que des réseaux sociaux, elle vient aussi voilà, de certains médias qui ont besoin, justement, via le buzz, en fait, de pouvoir alimenter un lectorat, une audience Mhm. de manière constante. Alors, une des informations qu'on a vues récemment dans le cadre de la réforme des retraites, c'est que cette réforme des retraites serait imposée par Bruxelles. Ce qui est faux, un spoiler. Mais vous qui êtes dans le debunking, dans le legal checking, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre on doit faire du debunking sur quelque chose qui est compliqué aux yeux de la plupart des citoyens, et aussi sur un sujet particulièrement explosif d'un point de vue médiatique? Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre quand on vous dit bah attendez, non, c'est pas un truc de Bruxelles, calmez-vous, ça n'a rien à voir? Alors, se faire entendre, oui, ça on y arrive. Le problème, c'est être écouté, c'est autre chose. Parce que lorsque, par exemple, sur la question de la réforme des retraites, bon, moi je suis spécialiste des questions européennes, et c'est un sujet en plus, la réforme des retraites et le lien avec les politiques économiques européennes que je suis depuis des années et que j'enseigne même en cours à mes étudiants, et donc sur lequel je pense pas mal, assez bien connaître le sujet. Quand j'ai publié un article sur Site des Surligneurs sur ce sujet, en disant que la réforme des retraites, contrairement à ce qu'on pense très souvent, elle n'a pas été imposée et elle n'est toujours pas imposée par l'Union européenne, à ce moment-là, j'ai, en l'espace d'une semaine, répondu à peu près une trentaine d'interviews pour différents médias, que ce soit France Télévisions, TF1, Le Monde, etc., des médias importants qui sont très visibles et qui sont aussi très prescripteurs. Ça a fait que au bout de quelques semaines, on a beaucoup moins entendu ce discours-là dans le débat général, mais ça n'a pas empêché certains responsables politiques de toujours appuyer sur cet argument-là en connaissance de cause. Et c'est ça qui est important, je trouve, et là où il faut vraiment, comment dire, pouvoir faire en sorte que, via l'éducation aux médias, les citoyens lisent la presse, et lisent de la presse de qualité pour se faire un avis face et avoir une analyse critique lorsque les politiques s'expriment. Parce que quand des politiques encore disent que la réforme des retraites est imposée par Bruxelles, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en mesure de dire que C'est plus le cas, oui. Encore une question du chat, puisque vous disiez, voilà, souvent la vérité est souvent un peu moins sexy que la désinformation. Comment est-ce qu'on peut rendre est-ce qu'il y a un moyen de rendre la vraie information peut-être pas aussi attractive que la désinformation, mais on va dire un peu plus sexy et un peu plus vendeuse que la désinformation? Je dirais que ça, en fait, on a toujours su le faire, et qu'aujourd'hui, alors j'ai beaucoup critiqué les chaînes d'information continue tout à l'heure, mais de manière générale, en fait, les journalistes savent très bien faire ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs souvent une chose que je leur dis quand des journalistes me disent ah mais on parle pas d'Europe parce que ça fait pas vendre, parce que c'est difficile, c'est compliqué, les gens comprennent pas, etc. J'ai dit mais attendez, vous journalistes, quand il s'agit d'expliquer des questions, la réforme des retraites, c'est compliqué la réforme des retraites. Pourtant, vous arrivez très bien à monter des récits, à expliquer, à attirer les gens, à faire vraiment oui, une mise en récit en fait de ces questions-là, qui font que vous arrivez à attirer les gens, à faire une papier sur la réforme des retraites et à vendre, alors que c'est compliqué comme question. Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste, là, pour le coup, de la réforme des retraites en France et des différents éléments sur lesquels, les différents critères. Je comprends pas tout. Et pourtant, je m'estime assez informé. Et je leur dis, faites pareil sur les questions européennes. Il suffit d'un peu d'effort, peut-être un peu beaucoup là pour les questions européennes, tellement parfois on en est loin, mais vous pouvez aussi créer ce genre de récit sur l'Europe. Au lieu de dire en permanence c'est compliqué ou les gens n'y comprennent rien, et d'utiliser le vocabulaire abscon, très imperméable du droit européen, qui c'est vrai, c'est pas simple, le vocabulaire européen. Mais le vocabulaire français est pas plus simple. C'est juste que les journalistes nous ont habitués au vocabulaire national, français, et qu'ils ont créé du récit autour de ça. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de faire de la désinformation sur les questions européennes que sur la politique nationale, ou il n'y a pas vraiment de différence in fine?
Non, c'est clairement plus facile de faire la désinformation sur les questions européennes parce que justement, il y a moins de connaissances du grand public, moins de connaissances des journalistes, donc moins de possibilités dans une matinale en direct sur France Inter ou sur Europe 1 de contredire une personnalité politique qui va dire n'importe quoi sur les questions européennes. Le journaliste, en fait, tout simplement, il ne peut pas contredire parce qu'il ne sait pas. Et je lui en veux pas particulièrement. Je veux dire, c'est pas le contexte politique dans lequel il a évolué. Et du coup, c'est quoi les tartes à la crème, on va dire, en matière de désinformation sur l'Europe? C'est quoi les trucs que vous voyez passer le plus souvent? Une que j'adore, c'est la Commission européenne n'est pas élue. Classique, ouais. Alors voilà, alors moi j'ai envie de dire, bah si, justement, elle est élue par le Parlement européen. Et puis de toute façon, enfin, je veux dire, alors certes, elle n'est pas élue directement par les citoyens européens, mais est-ce que le chancelier allemand est élu aussi par les Allemands? Non. Est-ce que le Premier ministre britannique? Non. Le Premier ministre espagnol? Non plus. Donc voilà. Donc je veux dire, je vois pas pourquoi en fait on fait des reproches parfois à l'Union européenne qu'on ne ferait pas chez nous. Ce qui dénote en fait d'un biais extrêmement important dès qu'on parle des questions européennes. Voilà. Alors, je vois déjà des questions arriver sur la question de l'encadrement, on va dire, européen de ça, donc ça tombe bien, on y arrive. Donc l'Europe a justement adopté des nouvelles règles en matière de plateforme en ligne, ce qu'on appelle le DSA, Digital Services Act, dont l'un des objectifs, parmi d'autres, c'est la lutte contre la désinformation. Donc, de votre point de vue, vous, dont l'activité, c'est justement de lutter contre la désinformation, est-ce que les outils du DSA vont vraiment changer la donne ou pas vraiment? Tout va dépendre de comment la Commission européenne l'applique, ce DSA. Parce que, je veux dire, c'est comment dire, un côté très positif du DSA, mais à la fois aussi potentiellement, ou potentiellement ça pourrait ne pas fonctionner, c'est que le DSA reste très flou sur les obligations imposées aux plateformes numériques, notamment sur la lutte contre la désinformation. Si on regarde le DSA, le mot désinformation n'apparaît pas. Enfin, pas dans les articles. Ça apparaît Les considérants, ouais. on va les considérants au début, mais ça apparaît pas dans les articles que la commission va devoir faire appliquer. Ce qu'on voit dans le DSA, c'est que les plateformes doivent s'assurer que leurs algorithmes, leurs politiques de modération, leurs règles internes, etc., ne portent pas atteinte à des éléments comme le processus électoral, la confiance que les citoyens ont dans les institutions démocratiques, etc., etc. En filigrane, derrière, ça veut dire désinformation, en fait, ça. Mais le mot n'existe pas dans le DSA en lui-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est à la Commission européenne de vérifier si les plateformes appliquent véritablement ces dispositions-là, notamment en luttant efficacement contre la désinformation. Mais la Commission européenne, c'est elle qui dira si oui ou non elle poursuit et éventuellement elle met à l'amende une entreprise. Mais elle peut tout aussi bien décider de faire une application à minima du DSA et de ne pas imposer d'amende à Twitter, par exemple, qui a licencié l'intégralité de son équipe de modération et de lutte contre la désinformation. Et qui du coup a abandonné aujourd'hui toute lutte contre la désinformation. Donc ça va dépendre de la commission. Alors du coup, une question dans le chat pour une approche un peu plus, on va dire, hardcore de la lutte contre la désinformation. La question c'est, est-ce qu'il ne faut pas au final mettre en place un réel contrôle des réseaux sociaux, par exemple Twitter, par les autorités publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau européen? Est-ce que c'est pas urgent vis-à-vis de la désinformation dont ces plateformes sont capables, ou du moins d'encourager par le biais de leurs algorithmes? Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que ce sont ces plateformes qui sont responsables. Ça, c'est évident. Je veux dire, elles sont là, elles ont conçu leurs algorithmes, voilà, elles ont complètement refaçonné la façon qu'on a de débattre aujourd'hui et nos espaces politiques. Donc, elles sont responsables. Et le problème, c'est que depuis l'adoption d'une loi aux États-Unis il y a à peu près une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, pardon, maintenant, on part du principe que les plateformes ne sont pas responsables du contenu qui est posté chez elles. C'est-à-dire que moi, je fais un post qui incite à la haine raciale sur Facebook. Facebook n'est pas responsable. Je suis responsable. Alors que traditionnellement, dans nos systèmes juridiques, Facebook est considéré comme responsable. Cette exception, elle me semble, pour les plateformes numériques, elle me semble a priori choquante, mais en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Parce que imaginez si Facebook était responsable pour tous les posts que l'on publie. Ça veut dire que Facebook, du coup, pour éviter d'être condamné,
va censurer les trois quarts de ce qui est, de ce qui est posté. Et donc, c'est une énorme censure de la part des plateformes qui pointent. Donc, ce qui a été fait, c'est que le DSA, il n'impose pas la responsabilité des plateformes pour ce qui est publié, mais il impose une responsabilité des plateformes pour la manière qu'ont les plateformes de pousser certains sujets plus que d'autres. Et notamment des sujets qui incitent à la haine, des sujets qui diffusent la désinformation, etc. etc. Quand les plateformes elles-mêmes poussent ces sujets-là pour qu'ils soient plus mis en avant et qu'ils fassent du buzz, eh bien là, pour le coup, elles sont responsables et elles doivent retirer, payer une amende, etc. Mais oui, pardon. Bah, en fait, Je c'est m'égare un parfait. peu, Ça fait. Non, sur non, mais ça, on va mais du coup, continuer. En fait, on va continuer sur ça parce que j'avais une question précisément là-dessus. Ce que ok. vous évoquez, c'est une question qui est en filigrane d'un procès assez majeur aux États-Unis qui a lieu en ce moment sur la question de la responsabilité des plateformes. Donc cette fameuse section de 130 qui est le régime d'irresponsabilité des plateformes et notamment la question de la responsabilité de ces plateformes par rapport à ce que les algorithmes recommandent. Alors le cas en question, pour la faire très short, c'est lié aux contenus qui sont violents ou terroristes. C'est un des survivants des des attentats de Paris qui a attaqué Facebook et Twitter pour les contenus violents et terroristes que leurs algorithmes mettent en avant. Et du coup, est-ce que par analogie, est-ce qu'une plateforme selon vous, devrait être responsable de la désinformation qu'elle peut faciliter par le biais de ces algorithmes? Oui, alors vraiment, là, sans hésiter, ma réponse est oui. Et maintenant, elle l'est. Le DSA dit, si les plateformes elles font ça, l'amende maximale, c'est 6% de leur chiffre d'affaires mondial. On ne parle pas du bénéfice de l'entreprise, son chiffre d'affaires mondial. Pour Facebook, c'est une amende qui peut se chiffrer en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc c'est assez dissuasif. À mon sens, elles doivent être responsables. Alors après, là, je vais faire mon juriste à mon cours, désolé, mais sur la question de responsabilité. Donc effectivement, il y a cette idée qu'une plateforme peut être responsable pour du contenu qu'elle diffuse, mais il y a toujours cette notion de connaissance. Faut que la plateforme ait pris connaissance qu'il y a un contenu illégal, et à ce moment-là, et qu'elle ait du coup pas retiré ce contenu illégal, et qu'à ce moment-là, elle devient responsable. Est-ce que vous gardez ce critère de connaissance, ou pour vous, ça doit être par défaut? S'il y a une désinformation qui passe sur Twitter, ils sont responsables, peu importe qu'ils aient vu ou pas cette désinformation, ou que ça a été signalé déjà ou pas. Non, pour moi, il y a deux choses. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que si la plateforme n'a pas eu connaissance, elle n'est pas responsable, sauf si euh, la, la- sauf si le post en question a été poussé grâce aux algorithmes de la plateforme. Si le post en question a été mis en avant et une visibilité exceptionnelle a été donnée à ce post du fait des algorithmes de cette plateforme. Là, pour le coup, même si la plateforme n'avait pas connaissance de ce post, elle est responsable parce que c'est son algorithme et bien son algorithme qui a été façonné pour mettre en avant ce post. Donc là, pour le coup, elle est responsable. Et d'ailleurs, le DSA dit aujourd'hui, dans ce cas-là, elle est responsable. Mhm. Alors du coup, toujours un peu sur les questions de DSA et régulation des plateformes, on l'a dit un peu au début, vous faites maintenant partie d'une association européenne de fact-checkers qui travaille justement pour un peu créer des standards en matière des informations, et des journalistes et les institutions, et aussi servir de point de contact pour les plateformes. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette association? Vous y faites quoi concrètement au niveau européen? Ça se passe comment la discussion entre les fact-checkers allemands, français et de partout en Europe? Bah, déjà, c'est une association qui est très jeune, très récente. Elle s'est créée en janvier de cette année, donc elle a Ah oui, quelques semaines effectivement. à peine. C'est tout nouveau. Et en fait, c'est une association qui s'appelle en anglais la European Fact-Checking Standards Network. C'est un nom qui est pas du tout facile à retenir, ça, je vous le confirme. On l'appelle IFCSN. Et même entre nous, parfois, on se trompe, on change le S de place, bref. Donc, on s'est dit un jour que ça serait pas mal de changer le nom. Mais bon, voilà, ça c'est une association en fait qui a été créée pour réunir l'ensemble des fact-checkers en Europe. Mais pas tous les fact-checkers, pas absolument tous. Pour pouvoir rentrer dans l'association, il faut respecter un code éthique extrêmement rigoureux, extrêmement exigeant. En réalité, ce sont les standards les plus élevés au monde en matière de fact-checking. Et tous les membres en fait qui veulent rejoindre l'association doivent passer en fait un double audit, c'est-à-dire qu'elles ont deux assesseurs indépendants, externes, qui ne se connaissent pas et qui ne travaillent pas ensemble et qui vont chacun de leur côté auditer le média pour vérifier s'ils respectent bien ce code. Et une fois que il y a le feu vert, ils peuvent rentrer dans l'association. Ça nous permet de constituer un pool de fact-checkers
dans lesquels on peut avoir confiance, extrêmement crédibles, qui respectent ces standards les plus élevés en matière de lutte contre la désinformation. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut aller parler à la Commission européenne, au Parlement européen, à Meta, à Microsoft, etc. Et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire et qui fonctionne. Puisque on est en discussion avec toutes ces plateformes, ces institutions, etc., pour à la fois côté institutions européennes, essayer de s'assurer que les politiques européennes qui sont mises en place sont efficaces pour lutter contre la désinformation, qu'on fait la bonne chose pour lutter contre la désinformation. Et puis côté plateforme, eh bien, l'idée, c'est de s'assurer qu'elles mettent bien en œuvre ces politiques européennes pour lutter contre la désinformation. Et du coup, enfin, vous dites que tous les fact-checkers ne peuvent pas y rentrer, il y a des critères éthiques. Par exemple, il y a quoi comme critères éthiques qui pourraient exclure un fact-checker de pouvoir appartenir à cette association? Il y a plusieurs types de critères, notamment la transparence. On demande à ce que il y ait une transparence financière sur les sources de revenus des fact-checkers, qu'il y ait une transparence aussi sur les équipes qui composent ces médias de fact-checking, ceux qui écrivent les articles, etc. Bon, typiquement sur ça, nous, aux surligneurs, pour pouvoir rentrer dans cette association, on a dû, sur notre site internet, déclarer l'ensemble de nos auteurs et à chaque fois, en tout cas les responsables des équipes de fact-checking, et à chaque fois donner les liens d'intérêt qu'ils peuvent avoir, pas seulement actuellement, mais y compris avant qu'ils soient journalistes aux surligneurs. Et donc, on fait ces déclarations d'intérêt publiques, accessibles à tout le monde. Et si jamais il y a des conflits d'intérêts, et qu'on continue à permettre à ces personnes de publier pour nous, eh bien là, on ne serait pas éligible. On ne pourrait pas rentrer au sein des surligneurs. Je donne un autre exemple, là, que tout le monde va comprendre très, très facilement. La Commission européenne, au sein du Service européen d'action extérieure, a créé un média, un site internet qui s'appelle EU versus Desinfo. Oui. EU versus Desinfo, c'est un site internet qui est vraiment géré par la Commission européenne, le SEAE, et qui est là pour lutter contre la désinformation venue essentiellement de l'Est. Alors évidemment beaucoup de Russie, hein, c'était l'objet principal quand ça a été créé il y a quelques années. Bon, eux, jamais ils ne pourront rejoindre notre association parce que c'est un média qui est géré par une institution publique, politique, et qui n'est donc pas indépendant. Donc ça serait absolument pas possible. Voilà. Il y a aussi les décodeurs de l'Europe que la Commission européenne en France a mis en place, etc. Donc ça, ce sont des exemples. Et du coup, votre timing était parfait parce que justement, vous disiez ça sur le service et le SEAE, il y avait une question justement sur les fact-checkers institutionnels. Donc est-ce que, du coup, puisque pour vous, enfin, selon l'association, il y a un problème de conflit d'intérêts entre guillemets vis-à-vis de ces fact-checkers institutionnels, est-ce qu'il devrait même y avoir des fact-checkers institutionnels ou pour vous c'est trop risqué d'avoir des gens qui font du fact-checking mais qui sont intrinsèquement liés à une institution, à une organisation publique? Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'ils fassent ce travail-là, mais en revanche, il ne faut pas qu'on les appelle fact-checkers. C'est de la communication politique ce qu'ils font. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, La République En Marche a mis en place en interne une cellule alors qu'ils appellent de fact-checking, mais c'est la communication politique. La seule demande, moi, que je fais, c'est ne les appelons pas fact-checkers. Ce ne sont pas des fact-checkers. Un fact-checker, c'est un journaliste indépendant et qui fait un travail indépendant en toute transparence et objectivité. Une institution politique ne fait pas un travail indépendant et en toute objectivité. Et quand dans l'association des fact-checkers européens, vous échangez avec vos collègues qui viennent de toute l'Europe, est-ce que vous voyez des tendances en matière de désinformation ou même de lutte contre celles-ci qui vont changer selon les pays de pratiques que vous avez en France mais qui n'existent pas en Allemagne ou en Pologne ou ailleurs et vice-versa? C'est une bonne question. C'est peut-être un peu tôt pour la poser. Ça, en fait, c'est intéressant. Comment dire? On travaille ensemble depuis maintenant, là, de manière très intense depuis plusieurs mois pour créer cette association et nous organiser entre nous. Mais ça fait pas seulement quelques mois qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années au sein d'une autre association internationale, pour le coup, qui est basée aux États-Unis, qu'on a déjà pris l'habitude d'échanger entre nous les bonnes pratiques, les tendances, un peu d'où vient la désinformation dans ton pays et toi, chez toi, comment ça se passe, etc. Ce qu'on remarque, c'est que en dehors de l'Europe, il y a, oui, des schémas très différents, notamment parce qu'on peut être dans des pays qui ne sont pas démocratiques.
Dans l'Union européenne, je vais dire que c'est assez uniforme la façon dont la désinformation se propage. Les tendances, si on peut dire ça comme ça, sont un peu les mêmes partout. En tout cas, les méthodes de diffusion de la désinformation. C'est très souvent via les réseaux sociaux. Il y a deux options essentielles, hein, deux voies essentielles, soit des ingérences étrangères par la création, par exemple, de profils, de faux profils sur les réseaux sociaux. Très souvent, ça vient de Russie, ça vient de Chine, et on va en fait, avec tous ces réseaux, diffuser la désinformation qui va irriguer essentiellement. Alors c'est très souvent en fait irriguer des militants d'extrême droite pour passer éventuellement ensuite par d'autres sensibilités politiques et puis inonder vraiment le débat public. L'autre voie par laquelle la désinformation passe très souvent aussi en Europe, c'est par la voie en fait complotiste. Et ça, le complotisme, c'est un mécanisme qui est assez différent de la désinformation, mais qui génère lui-même de la désinformation. Le complotisme, c'est vraiment comment dire, sont vraiment des paramètres sociaux et sociologiques assez complexes. Et puis voilà, mais ça génère la désinformation. Mais en revanche, sur les sujets, si on va au fond, sur la question des sujets, les thèmes qui font l'objet des informations, là où il y a de grandes différences en Europe, en fonction de l'actualité dans un pays, en fonction aussi de l'exposition d'un pays à différentes problématiques. Évidemment, les sujets de désinformation en Pologne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a en France aujourd'hui, ne serait-ce que parce que la Pologne est au premier rang à côté de l'Ukraine face à l'invasion russe. Et, Donc, voilà, ça c'est... Ouais. et du coup, enfin, la désinformation, c'est plus un thème vraiment nouveau, hein. Les gens, on en parle maintenant de la désinformation relativement régulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment que, entre, d'une part, le fait qu'on en parle dans les médias, que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a de la désinformation dans l'environnement, et aussi, on voit émerger des outils juridiques pour essayer d'encadrer et de lutter contre la désinformation, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, les citoyens, et même vous-même, vous êtes mieux armés pour résister à la désinformation et à dire non, ok, ça c'est du bullshit, ça passe pas? Oui, on est clairement mieux armés. Les médias sont mieux armés. Les citoyens sont mieux armés. Les institutions politiques aussi sont mieux armées quand ils ont mis en place des politiques publiques, etc. Les plateformes numériques qui évidemment gagnent de l'argent sur la désinformation ont elles aussi mis en place des programmes pour faire bonne figure pour lutter contre la désinformation. Ce qui est clair, c'est que la désinformation qu'on a pu avoir, par exemple, lors de la présidentielle en 2017 en France, n'était pas du tout la même que celle qu'on a eue ensuite en 2022. Et en 2022, on a su beaucoup mieux lutter contre cette désinformation de manière beaucoup plus efficace. Et en revanche, en face, il y a des acteurs comment dire, malfaisants qui, eux aussi, ont perfectionné leurs propres pratiques. L'IRSEM, qui est l'Institut de recherche de stratégie de l'école militaire, en France, a publié un rapport très instructif justement sur ça, et qui a montré que les ingérences étrangères dans la diffusion de la désinformation, elle est aujourd'hui perfectionnée. Vraiment, l'état de l'art sur le sujet est vraiment très abouti. Et qu'on a en fait aujourd'hui des fermes à trolls disséminées un peu partout dans le monde. On a ce qu'on appelle la Two Cents Army en Chine, c'est-à-dire cette armée de plusieurs millions de Chinois qui sont payés 2 cents à chaque fois qu'ils publient ou qu'ils partagent un post de désinformation poussé par le gouvernement chinois. Que ça soit pour le public, les citoyens chinois en interne, ou alors pour l'étranger, pour les campagnes d'influence à l'étranger. Donc, il y a les techniques aussi en face qui sont tellement perfectionnées. Les fact-checkers sont obligés en permanence de se réinventer, de s'améliorer et de trouver de nouvelles ressources aussi pour arriver à lutter contre la désinformation. Alors, au niveau européen, on a déjà parlé un peu du DSA. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives européennes en matière de lutte contre la désinformation qui sont déjà là ou qui sont en préparation et qui, selon vous, pourraient contribuer à une meilleure lutte contre la désinformation? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc c'est la déprime, ok, ça. Pas vraiment, non, mais disons que là aujourd'hui l'Union européenne mise tout vraiment sur le DSA. Et c'est plutôt bien, tant mieux. Ça veut dire que la Commission européenne a vraiment envie que le DSA fonctionne dans la lutte contre la désinformation. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que tout à l'heure, je disais, le risque, c'est que la Commission n'applique pas, enfin sous-applique le DSA et que du coup, ça ne sert pas à grand-chose.
Là, les signes qu'elle montre, c'est vraiment de mettre vraiment les moyens, son énergie pour que ça fonctionne. Et que vraiment, les plateformes luttent contre la désinformation et que si elles ne le font pas, derrière, ça soit une amende. Et une amende très dissuasive. Alors du coup, il y a une question dans le chat. Donc le droit est une discipline très rigoureuse. Comment est-ce qu'un citoyen peut apprendre quelques bases de legal checking pour pas se faire avoir par de la désinformation? Il peut lire tous les jours les surligneurs. Et là, c'est la meilleure des hygiènes juridiques. Subtil, subtil, ça passe. On valide, on valide. Mais au-delà de ça. Pour répondre sérieusement, oui, pardon, pour répondre à votre, excusez-moi, à votre auditeur plus sérieusement, comment faire? En fait, je ne vais pas vous dire vérifier l'information, parce que déjà, on ne sait pas quelle information vérifier. Si on n'est pas juriste, on ne sait pas, quand on entend un discours, si ce qui est dit, c'est vrai, c'est faux, juridiquement. Ça, on ne peut pas le faire. Puis, même moi, en dehors de mes disciplines, hein, le droit européen, etc., il y a des tas de choses qui sont la désinformation, qui sont faux juridiquement, mais tout simplement, je ne vois pas passer. Et puis, j'ai pas le réflexe d'aller vérifier parce que tout simplement, je n'ai même pas idée que ça pourrait être faux. Ce que je vous conseillerais, c'est ce qu'on conseille très souvent dans comment dire, dans les formations à l'éducation aux médias, c'est de sélectionner vos sources, c'est-à-dire par quoi vous vous informez. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très difficile aussi de savoir quelles sources sont sérieuses. Évidemment, il y a alors les grands médias, alors que souvent certains appellent les médias mainstream, etc. Oui, mais en même temps, ces médias mainstream sont composés de journalistes professionnels qui ont de l'expérience, qui savent filtrer l'information, la hiérarchiser et qui savent aussi trier le bon grain de livret. Donc ça, c'est extrêmement important, il me semble. Et puis, ça ne vous empêche pas à côté d'être abonné sur les réseaux sociaux à des comptes qui sont sérieux. Vérifiez toujours, en fait, lorsque une personne se dit experte sur un sujet, vérifiez qu'elle soit vraiment experte. Un épidémiologiste, par exemple, qui est médecin généraliste, ça marche pas. Un épidémiologiste, c'est un professeur d'épidémiologie dans un centre de recherche. Point final. Si cette personne-là n'a pas ces qualités, ça n'est pas un épidémiologiste, c'est quelqu'un, c'est une sorte de charlatan en fait, qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Pareil pour un juriste. Si vous voulez avoir des bonnes sources sur le droit, suivez sur les réseaux sociaux des gens qui sont véritablement juristes. Mais pareil, c'est comme pour la santé, dans la discipline concernée. Moi, je suis spécialiste de droit européen. J'ai plein de collègues qui ne connaissent pas grand-chose au droit européen, mais qui parlent de droit européen tout le temps et qui disent n'importe quoi. Voilà, donc et moi aussi, ça m'arrive aussi de faire des erreurs sur d'autres sujets que les miens. Mais j'ai l'honnêteté de dire, c'est pas mon sujet, ne m'écoutez pas. Voilà. Et alors, une remarque dans le chat qui consiste à dire voilà, que c'est peut-être rassurant aussi de voir de plus en plus la présence sur de médias, médias sérieux, on va dire, sur les médias mainstream, les réseaux sociaux, sur TikTok, on voit émerger aussi ces tendances-là, et du coup, le fait que les acteurs, on va dire, sérieux se saisissent des nouveaux outils et puissent aller un peu sur le territoire où la désinformation a lieu le plus souvent, hein, surtout quand on parle de réseaux sociaux comme TikTok, comme Twitter, etc. etc. Oui, tout à fait. Mais c'est la grande difficulté aussi, c'est que c'est essentiellement sur ces réseaux sociaux que la désinformation circule, et les fact-checkers, en fait, sur ces réseaux sociaux, sont pas forcément très visibles. Et donc, certains fact-checkers ont conclu des partenariats avec certains réseaux sociaux, notamment avec Facebook, pour que lorsqu'ils disent, ben voilà, tel post sur Facebook, c'est faux, on a vérifié, voici l'article qui prouve que c'est faux, etc. Facebook s'engage à déréférencer le poste, faire en sorte qu'il soit quasiment plus visible pour les utilisateurs. Mais c'est très exceptionnel. Et puisqu'on parlait un peu tout à l'heure des nouveaux outils, là, on a parlé de l'armée à 2 centimes en Chine, etc. Une technologie dont tout le monde parle actuellement, c'est la question de l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ChatGPT, par exemple. Même si en plus, maintenant, il y a Bing qui a sorti une version apparemment encore plus bourrine que ChatGPT. Est-ce que c'est des technologies, pardon, l'IA qui vous inquiètent en matière de désinformation ou qui pourraient être utiles aussi pour la lutte contre la désinformation ? Totalement. C'est effrayant, je dirais même, en fait, les potentialités de ChatGPT. Non pas que je sois technophobe ou opposé à ce genre d'intelligence artificielle, absolument pas, bien au contraire. Mon souci, c'est la question de la moralité de ChatGPT, qui n'en a pas, évidemment, et qui construit de la désinformation, qui construit des discours faux
tout en sachant que ces discours sont faux. Si vous discutez avec ChatGPT et qu'il vous dit quelque chose de faux, vous lui faites remarquer ce que tu viens de dire, ChatGPT, c'est faux. Il vous dit non, non, c'est pas faux, voici quelques sources, etc. Il invente des sources et vous continuez à lui dire mais si c'est faux, ChatGPT, qu'elle soit honnête avec moi, ce que tu viens de dire, c'est complètement n'importe quoi. Je suis allé vérifier ce que tu dis, c'est faux. Il me dit oui, effectivement, ce que je viens de dire, c'est complètement faux, j'ai tout inventé. Et le problème ici, c'est qu'à partir du moment où vous avez une technologie comme celle-là, vous êtes en mesure de générer des quantités de textes faux et qui vont du coup alimenter les bases de données numériques dans le monde entier et qui vont du coup permettre à la désinformation d'avoir un poids beaucoup plus important que ce qu'il a aujourd'hui dans la masse de données d'informations qui circulent sur Internet. Et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, moi hier, en fait, il se trouve que par hasard, j'avais décidé d'aller m'amuser un peu sur ChatGPT. Je me suis dit, bah tiens, je vais tester ChatGPT sur les questions européennes. Et au début, je me dis, tiens, raconte-moi des anecdotes sur l'Union européenne. Et au début, ça ressemble léger jusqu'à qu'il me sorte un truc où je savais que c'était vraiment faux. Et du coup, en fait, j'ai continué à le pousser. Et en fait, je me suis aperçu un peu d'une tendance où en fait, il mélangeait des trucs vrais et des trucs faux. Ouais. Où par exemple, il y avait un cas où il disait, bah voilà, il y a eu un scandale au Parlement européen de corruption, il me donne des dates, sauf qu'en fait, il y a eu effectivement un scandale de corruption, sauf qu'en fait, c'était un scandale de corruption au Royaume-Uni, mais qui n'avait rien à voir avec le Parlement européen, mais il disait, non, c'est au Parlement européen, d'ailleurs, il y a eu des réformes après. Et du coup, c'est extrêmement curieux, parce que, d'une part, c'est faux, mais surtout, il présente ça comme une vérité absolue. En disant, oui, en plus, il y a eu des réformes après qui ont été faites pour réagir à ça, etc. ChatGPT, c'est l'exemple même du gars qui a trop confiance en lui et qui peut affirmer des choses haut et fort sans coup férir alors qu'il dit absolument n'importe quoi. C'est vraiment, c'est ça quoi. On a tous eu des amis comme ça autour de nous, on a peut-être encore un petit peu autour de nous, ou des collègues qui sont capables comme ça, avec un aplomb incroyable, d'affirmer des choses alors qu'ils n'en savent absolument rien. Et ils affirment, et comme ils ont l'air d'avoir beaucoup confiance en eux et d'être, voilà, bon, on les croit. ChatGPT, c'est un peu ça. Alors, du coup, une question dans le chat qui justement sur l'IA, donc au niveau européen, il y a ce qu'on appelle l'AI Act, qui est une première forme de régulation de certaines IA, ce qu'on appelle les IA à haut risque, pour les interdire ou pour les contrôler. Est-ce que selon vous, une IA telle que ChatGPT, qui est capable de générer du texte pour de la désinformation ou même pour toute autre chose, ça devrait être par défaut considéré comme une IA à haut risque? Tout à fait, hein, totalement. Pour moi, c'est même quasiment la définition de l'intelligence artificielle à haut risque. On a ça, puis on a aussi les algorithmes des réseaux sociaux, etc., qui sont même des risques systémiques. Mais oui, tout à fait. Je veux dire, on se rend, comment dire, à partir du moment, enfin, l'intelligence artificielle, pour fonctionner, elle a besoin d'énormément de données. De big data. On ne fait pas d'intelligence artificielle sur du small data. Et le big data, c'est des millions et des millions et des millions de données. Et plus on alimente une intelligence artificielle, plus elle est performante, mais à partir de ce avec quoi on l'a alimentée. Et donc, plus vous l'alimentez avec des choses fausses ou avec des biais, avec des erreurs, avec des... Eh bien, plus votre intelligence artificielle, elle va dire des choses fausses, elle va avoir des biais, etc. C'est quelque chose qui avait été très bien vu lorsque, aux États-Unis, avait été testé dans un État aux États-Unis, un logiciel de prédiction de commission, d'infractions et de crimes, donc un logiciel utilisé par la police. Et on s'est rendu compte que ce logiciel, en fait, était tout simplement raciste. Raciste parce qu'il allait essentiellement, en fait, considérer que c'était les personnes de couleur qui allaient commettre des crimes, etc. Pourquoi est-ce que le logiciel était raciste? C'est pas lui, en fait, qui était raciste. C'était les données avec lesquelles on a alimenté ce logiciel qui étaient racistes. Ou qui avaient des biais, en tout cas, qui faisaient qu'on avait ces résultats racistes. Même chose avec les caméras de surveillance et de reconnaissance faciale qu'on met aux frontières pour vérifier l'arrivée de migrants, etc., etc. Il y a et qui vont alimenter en fait des bases de données et donc y apporter tout un tas de biais, générer tout un tas de biais. Pas pour moi, ces intelligences artificielles sont vraiment des intelligences à haut risque. Mais il y a tout un tas aujourd'hui dans nos sociétés, partout en Europe essentiellement, mais aussi aux États-Unis, des associations, des collectifs, des groupes qui se créent, qui existent déjà, qui sont parfois très, très forts, très convaincants et qui essayent de lutter pour une intelligence artificielle éthique. Et ils ont de très bons arguments pour ça. Donc c'est possible d'avoir une IA éthique. Alors je regarde l'heure, on arrive quasiment à la fin, donc je vais poser la petite question finale. Donc si on regarde un peu toute la question de la lutte contre la désinformation,
Et par exemple, au niveau européen, qu'est-ce que vous recommanderiez? Qu'est-ce que vous, idéalement, vous aimeriez voir pour renforcer vraiment l'efficacité de la lutte contre la désinformation? Je vais proposer quelque chose, mais si je risque de me faire surligner par ma propre équipe, parce que juridiquement, je ne suis pas sûr que ça tienne la route. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire pour vraiment, pour tuer en fait ce modèle économique de la désinformation, ça serait, par exemple, d'interdire la publicité sur les réseaux sociaux. Si vous interdisez la publicité sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de modèle économique qui vise à collecter des données personnelles pour la vendre à la publicité. Et donc, il n'y a plus de modèle économique qui est, eh ben, il faut générer de l'engagement. Donc, il n'y a plus de modèle économique qui est, on va capter votre attention pour que vous soyez tout le temps sur les réseaux sociaux. Et donc, derrière, plus d'intérêt à ce que la désinformation circule aussi facilement. C'est une solution complètement radicale, ça je suis tout à fait conscient, qui d'un point de vue juridique, constitutionnel, européen, serait probablement considérée comme attentatoire aux libertés de manière totalement disproportionnée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire sinon, si on ne fait pas ça? Ce qu'il faudrait faire probablement, c'est, moi je trouve qu'il y a une des idées qui est intéressante, qui a émergé aux États-Unis, et qui consisterait en fait à découper ces grandes plateformes en plusieurs entreprises, plus petites parce qu'elles sont devenues trop puissantes. Les États-Unis ont déjà fait ça au début du XXe siècle, c'était leur politique antitrust. Ils ont découpé des sociétés pétrolières qui étaient devenues gigantesques, la Standard Oil Company par exemple, etc., en plusieurs entreprises, mini-entreprises, pour éviter qu'elles aient cette position dominante, ultra dominante qu'elles avaient à l'époque. Je pense qu'on peut faire pareil avec les plateformes numériques. Et une fois qu'on a fait ça, on met en place des réglementations suffisamment contraignantes pour éviter qu'elles se recréent en nouveau en monstres incontrôlables. Ouais, sur le découpage des géants du net, c'est quelque chose qu'on retrouve ainsi un tout petit peu en filigrane et comment dire, la bombe ultime dans le cadre du DMA, donc le petit frère du DSA, donc lui qui est plus sur les questions de concurrence, où effectivement, en termes de sanctions, c'est-à-dire si vraiment un géant du numérique qui refuse d'appliquer les règles du DMA, etc., la commission pourrait à ce moment-là sanctionner en ordonnant, en fait, en découpant la société pour s'assurer que l'entreprise ne puisse plus créer un risque pour le marché européen. Mais bon, là, on parle en droit de la concurrence, c'est d'autres sujets. Bah écoutez, on est à 1 heure, c'est parfait, on est pile poil dans les temps. Si, en guise de conclusion, si les gens doivent retenir une chose de vous ce soir, ça serait quoi votre message? Lisez les surligneurs, bien évidemment. Ça, c'est mon message principal. On a besoin de lecteurs comme vous. On a besoin aussi de vos retours, de vos commentaires, etc. Et que vous diffusiez en fait aussi nos contenus. C'est extrêmement important, pas simplement pour nous, mais aussi parce que je suis convaincu que, et sinon je ne ferai pas je ferai pas ce travail, je suis convaincu que ce qu'on fait aux surligneurs est utile pour protéger l'état de droit et protéger la démocratie. Et donc voilà, je trouve que c'est un outil qui est à votre disposition et que vous pouvez utiliser en le diffusant autour de vous, vos amis, vos collègues, etc., pour faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, on leur laisse aussi des démocraties en bon état. Voilà, c'est vraiment l'autopromo. Hein, mais, non, mais ça passe, je le valide. Mais aussi, voilà, moi je suis convaincu par ce que je fais, et si je n'étais pas aussi convaincu, je ne le ferais pas. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Vincent Couronne d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Allez sur les surligneurs, c'est très bien, on valide ici. Chat, soyez sûr de remercier, mais ne partez pas, on va faire un petit débrief après. Donc Monsieur Couronne, merci encore d'être venu et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à bientôt. Merci, à bientôt à tous, au revoir. Au revoir. Alors, chat, tac, laissez-moi reprendre mon truc, on va faire le débrief, je ferme Zoom, bim bam boum, hop. Je suis tout à vous. Non, d'abord, je vais boire un peu d'eau. En attendant, donnez-moi vos impressions. Si vous avez des questions, des trucs à faire, des trucs comme ça, posez-les. Sinon, moi, comme d'habitude, hein, j'ai mon carnet. J'ai pris des notes. Et merci d'ailleurs pour les gens qui ont follow pendant l'interview. Fort apprécié. Ok. Alors, on a parlé de plein de trucs. Intéressants. Alors, un truc qui a rien à voir en fait avec. C'est la première note que j'ai prise en fait, mais un truc qui a absolument rien à voir avec ce qu'on a discuté sur la désinformation, etc. C'est en fait quand il a dit au début. Ah oui, quand il parlait au tout début, voilà, comment il est devenu européen, etc. Il disait, ah oui, l'Europe, je m'y dessinais peut-être pas parce que je suis pas quelqu'un qui voyageait, je suis pas quelqu'un qui parle d'autres langues, je suis pas d'un certain milieu, etc. Et ça m'a un peu frappé parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée, enfin, cette idée que la question européenne est un peu réservée
à une forme d'élite. Enfin, j'aime pas dire que c'est une forme d'élite, mais que si t'es pas quelqu'un qui a un haut niveau d'éducation, que tu parles plusieurs langues, que tu veux travailler à l'international, que tu as un certain niveau. Au-delà de la bulle bruxelloise, c'est encore un autre truc. Mais même en France, je veux dire, en France, quelqu'un qui veut s'intéresser à la question européenne, à moins que ce soit quelqu'un du grande ville, etc., tu peux ne pas te sentir légitime en fait pour t'intéresser sur ça ou pas te sentir attiré sur ça. Et je trouve ça intéressant parce que moi je me souviens à l'époque, quand j'étais étudiant, il y a quelques années maintenant, alors, désolé, je pars un peu sur mon truc, je raconte ma vie, mais moi je me souviens, un de mes déclics européens, c'est quand j'ai vu, comme beaucoup, quand j'ai vu L'Auberge espagnole. Donc c'est le film qui est un très bon film, on recommande, qui est une véritable pub pour le programme Erasmus. Et moi je me souviens, j'avais vu ça, je devais avoir 13, 14 ans, une connerie comme ça. Et j'ai vu, putain, mais moi, ça, je veux faire ça, quoi. Je veux dire, mais ça, je veux faire ça, c'est ma vie. Quoi que je fasse dans ma vie, je veux faire Erasmus, je veux faire un an à l'étranger comme ça, où ça a l'air juste complètement ouf comme expérience. Et moi, j'étais parti dans cette idée-là, je fais, voilà, quand je vais faire des études supérieures, je veux faire Erasmus. Et quand j'étais arrivé, donc moi aussi, j'ai fait du droit, quand je suis arrivé en L2, donc on commençait à réfléchir, ok, l'année prochaine, la L3, c'est là où on part en Erasmus, etc. Et moi j'en parlais aux potes et tout, je dis ah putain trop bien, on va aller en Erasmus, on va aller en Erasmus et tout. Et en même temps moi je stressais, j'étais putain mais il va y avoir les gens vont tous vouloir y aller, il va y avoir énormément de concurrence. Et en fait je parlais avec des potes à moi à la fac, donc moi j'étais à la fac, j'étais en banlieue parisienne, donc pas dans Paris, mais et moi, j'avais des potes qui me disaient non, moi je vais pas faire Erasmus, parce que d'une part, les questions européennes, je m'en branle. Et surtout, bah moi, voilà, moi je veux faire du droit national, et si jamais je pars un an comme ça en Erasmus pour, je sais pas, même pour m'amuser ou pour apprendre du droit qui n'est pas du droit français, bah moi ça va me pénaliser parce que moi je me vois que faire un truc purement franco-français dans ma petite bulle franco-française. Et moi, je me souviens, ça a été vraiment le choc de culture parce que moi, j'étais là, mais. Enfin, choc de culture, oui et non, oui, parce que c'est. Moi, on m'a toujours encouragé à aller dans l'international, etc. Mais à côté, mais c'était tellement quelque chose de. Ça paraissait tellement évident pour moi de vouloir faire Erasmus après avoir vu un truc comme l'Auberge espagnole que pour moi, c'était impensable de pouvoir se dire qu'on puisse pas vouloir faire ça. Je veux dire, c'était. Et que des gens ne se sentent pas légitimes parce qu'ils parlent pas des langues, parce qu'ils sont pas nécessairement, ils sont pas intéressés à la question européenne. Je suis pas intéressé à la question européenne avant un bon moment dans mes études, mais je trouvais ça assez intéressant cette idée que bah voilà, si tu viens pas d'un certain milieu, que ce soit géographique, social, etc., tu n'es pas nécessairement destiné à la question européenne ou même à des programmes européens. Pendant longtemps, par exemple Erasmus, on voyait ça comme un truc pour, encore une fois, les élites, hein, c'est les gens qui font des études supérieures, certaines études supérieures, ça va pas être les gens qui vont faire de l'apprentissage, etc. C'était vrai à une époque, maintenant Erasmus est très étendu, hein. Il y a l'Erasmus des apprentis, il y a l'Erasmus des professeurs, enfin il y a l'Erasmus pour absolument tout le monde, ça n'est plus réservé uniquement à des gens qui font des études supérieures mais vraiment poussées. Mais voilà. Étant, je pense, un peu plus jeune, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Oui, effectivement, quasiment tous mes potes sont partis en Erasmus, quel que soit le cursus. Bah, tant mieux. Moi, je toujours considéré que c'était une expérience de vie, en plus d'être une expérience universitaire intéressante. Donc moi, je ne regrette pas d'être allé en Erasmus. Bref, après ce petit moment, je raconte ma vie sur Erasmus. Repassons à nos moutons. Retournons à nos moutons, donc la question de la désinformation, et notamment les surligneurs. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai vu que dans le chat, certains ne connaissaient pas les surligneurs. Je vais vous balancer le lien, les surligneurs, bim. Hop, viens là, ici, toi. Hop, en plus, c'est .eu. On aime bien, c'est européen. Voilà, ça c'est le site des surligneurs qui, justement, bah voilà, c'est là où Vincent Couronne, c'est le truc que Vincent Couronne a cofondé, dans lequel il est très investi. Donc, allez voir, on recommande. Donc, oui, quelque part, quand c'est une discussion qu'on avait au début, la limite entre la désinformation et l'exercice normal de la politique. Je le sais, j'ai écrit des discours, j'ai écrit des éléments de langage, par moment, t'es là, quand t'es politique, quand tu travailles pour un politique, t'es là, bon bah, il y a la réalité juridique, mais en même temps, après, tu dois faire passer un truc, t'as un objectif politique, et par contre, t'es là, bon bah, c'est pas complètement exact, ou peut-être que je force un peu le trait, mais bon, ça fait passer l'idée. Et donc, du coup, bah ouais, tu vas écrire des trucs que tu sais ne pas être complètement vrai, ou du moins pas strictement vrai, pas rigoureusement vrai d'un point de vue juridique, mais qui permet de faire passer une idée, parce qu'effectivement, quand t'es
quand tu as un discours, quand tu as une intervention, tu as 2 minutes, 3 minutes, je sais pas. Tu peux pas rentrer. Alors oui, alors, écoutez, je vais vous faire un plan, une explication en 30 minutes sur les différentes subtilités juridiques de ce que je dois vous dire. Ça passe juste pas. Au bout de 2 minutes, tu as perdu les gens, et donc tu dois faire des approximations, parfois pour la bonne cause, pour créer un récit. Oui, voilà, c'est aussi, comme tu dis, l'idée de vulgariser, l'idée de simplifier par moment. Et moi, je me souviens une fois, je m'étais foutu sur la tronche sur Twitter avec l'équipe de Manon Aubry. Parce que en gros, il faisait un truc sur le lobbying en disant ah oui, il y a le méchant lobby et tous ceux qui sont en face de moi, ils écoutent les lobbies, mais moi j'écoute pas les lobbies. Et moi j'étais là, mais attendez les gars, vous écoutez des gens, vous écoutez des ONG, les ONG c'est des lobbies. Et en gros, je m'étais foutu un peu sur la tronche avec eux en mode ils disaient oui, mais nous on crée un récit politique pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Ce qui se comprend d'un côté, mais d'un côté, moi je considérais que c'était même s'il y avait une volonté de simplifier, de créer un récit politique, ça se faisait au détriment de l'Europe aussi, parce que ça jouait sur des a priori négatifs, ça alimentait des a priori négatifs. Donc je considérais que c'était un peu nocif, potentiellement toxique comme forme de récit politique. Au-delà de la simplification, au-delà de la potentielle vulgarisation qui pouvait se comprendre aussi. Si je me mets à leur place, je comprends aussi le raisonnement derrière, mais voilà, moi je m'étais foutu un peu sur la tronche parce que je considérais que là on jouait comme un petit peu avec les limites de l'exercice, puisque ça jouait vraiment sur des a priori et des caricatures qui ultimement menaient à alimenter des arguments eurosceptiques. Mais voilà, c'est toujours enfin, ayant bossé pour des politiques, effectivement, t'as toujours cette tension entre la vérité technique et le truc qui passe politiquement. C'est un peu malsain. Oui, ça peut être un peu malsain, en fait. Ça peut mener à des trucs malsains. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, une fois, quand je bossais au PE, j'avais un député pour qui je bossais, on s'approchait des élections, c'était en 2014. Et il me dit, voilà, cherche à retruquer quelqu'un pour m'écrire mes argumentaires, mes discours, etc. Et il me dit, ouais, mais voilà, il faut que ce soit quelqu'un de politique, plus politique que ce que vous pouvez faire, parce que voilà, vous avez la pureté juridique et la pureté technique, mais voilà, apparemment, pour le discours politique, faut parfois jouer un peu que les limites, quoi. En gros, il me disait, voilà, vous êtes un peu trop techos et un peu trop juriste, honnête, l'honnête juriste, et vous pourriez pas raconter les conneries que parfois je dois raconter pour le besoin d'une campagne électorale. Ça m'avait fait un peu rire quand il avait balancé, voilà, au-delà de la pureté juridique, un peu trop techos, ouais, voilà. Mais voilà, ça m'avait fait marrer, effectivement, et c'est une vraie tension, cette limite entre voilà, le besoin d'un récit politique et le besoin d'exactitude. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite liste? La désobéissance européenne. Alors, est-ce que vous voulez que je reparte dans un truc sur... C'est vrai que là-dessus, il m'a un peu trigger quand on dit oui, la désobéissance européenne, il y a rien de mal là-dedans. Je fais, oh mon dieu, garde ton calme, ne t'énerve pas. Alors, ceux qui sont là avec moi depuis un moment savent que la désobéissance européenne, c'est un de mes dadas. Spoiler, je suis un peu critique sur la désobéissance européenne, pas pour des questions pas pour des questions politiques, voilà, partisans politiques ou militantisme ou autre. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour une question question juridique et de politique européenne. Moi, je trouve que c'est une abomination absolue. Donc, quand il a dit voilà, non, en fait, c'est pas si mal que ça, la désobéissance européenne. Moi, je m'accrochais un peu au bureau. Je fais non, garde ton calme, ça va bien se passer. Même si, encore une fois, il a pas dit ce qu'il dit. Il a dit des trucs qui sont vrais. Hein. Je veux dire, dans la désobéissance européenne. Au-delà du choc de l'expression, quand on regarde dans le détail, il y a des choses qui ne sont plus tellement de la désobéissance, ou du moins qui sont un peu, on va dire, retravaillées en termes de communication politique pour faire passer ça pour un truc un peu plus punk, comme il lui disait, mais qui en fait ne le sont pas. Par exemple, quand il dit oui, voilà, on fera comme les Espagnols et les Portugais, quand ils ont fait leur truc sur l'énergie ou sur l'économie, on fera comme eux, on va pas obéir aux règles européennes. Et en fait, là-dessus, effectivement, c'est pas vraiment un truc si punk que ça, parce qu'en fait, c'est pas l'Espagne et le Portugal qui avaient dit, qui avaient fait un gros doigt d'honneur à la commission en disant bah allez vous faire foutre, moi je ferai ce que je veux. C'est non, en fait, ils avaient négocié des dérogations dans le cadre des traités qui permettent justement de négocier des dérogations, donc il n'y a pas eu vraiment de désobéissance. En fait, c'était un accord avec la Commission européenne. La Commission européenne dit bah ok, très bien, vu les circonstances, bah je vous autorise à déroger aux règles, à mettre un truc en place un peu différent. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, c'était pendant la campagne présidentielle ou la campagne des législatives, je ne me souviens plus, peut-être les législatives.
Il y avait eu à ce moment-là, donc LFI en faisait des tonnes sur la désobéissance européenne, en prenant l'exemple des... voilà, l'exception ibérique, en prenant l'exemple justement ibérique, et il y avait eu une députée européenne portugaise ou espagnole, je me souviens plus. Margarita Marquez, elle est vice-présidente, elle est socialiste. Margarita Marquez, qui est une vice-présidente du groupe socialiste au Parlement européen, qui se trouve être francophone, et qui avait fait une reprise de volée sur Twitter, sur un tweet de Manon Aubry, en disant non, nous on fait pas de désobéissance européenne en Espagne, nous foutez pas dans le même panier que vous, c'est une connerie ce que vous racontez, donc nous on n'a rien à voir avec vos conneries, nous mettez pas dans vos histoires. Donc j'avais trouvé ça assez drôle que les Espagnols disent non, on fait pas la même chose que vous les gars. Nous mettez pas dans le même panier que vous. Donc voilà, il y a des trucs qui sont effectivement des dérogations, des choses qui ne sont pas illégales, qui ne sont pas des choses qui sont impensables. Hein. Effectivement, négocier des dérogations, c'est quelque chose qui se fait. L'usage d'un veto, bon, on peut faire un jugement politique sur la signification d'utiliser un veto, mais c'est pas illégal d'utiliser un veto. Si c'est dans les traités, un veto, c'est là pour être utilisé. Derrière, on peut dire, voilà, est-ce que d'un point de vue politique, qu'est-ce que ça veut dire derrière, hein, on va dire une pratique qu'on voit plus vis-à-vis des pays qui sont marginalisés, c'est quelque chose qu'on voit plus... c'est une approche plus conflictuelle du débat européen qu'une approche de consensus, de négociation qui est celle qui prévaut et celle qui est suivie par la France dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais après, il y a des trucs qui sont purement illégaux, quoi. Je veux dire, quand il dit, voilà, enfin, quand il dit, c'est pas un truc contre Manon Aubry, c'est juste qu'à chaque fois, comme c'est elle qui était la porte-parole, donc c'est elle qui parle tout le temps, donc j'associe ça à Manon Aubry pour une certaine raison, mais voilà, c'est pas que Manon Aubry, voilà, quand LFI et derrière la NUPES avaient repris la désobéissance européenne, ils mettaient en avant un certain nombre de trucs, genre voilà, on refusera de verser la contribution française au budget européen tant qu'on nous fera pas ce qu'on voudra. Là c'est illégal, c'est du chantage, donc voilà, là-dessus c'est assez clair et net, hein, quand ils disent voilà, oh bah le droit européen qui rentre en conflit avec ce que nous on n'aime pas, ce que nous on veut, bah on l'applique pas. Encore une fois, violation, même s'ils disent sous la pression des Verts, oui mais on fait ça dans le respect de l'état de droit, bon ça veut rien dire, hein, puisque le respect de l'état de droit, il a dit, un principe de base du respect de l'état de droit, c'est que bah l'état applique le droit à lui-même. Pas, le droit s'applique à tout le monde, sinon c'est ce qu'on appelle le fait du prince, hein, le droit ne s'applique que si j'en ai envie, ce qui est pas franchement de l'état de droit. Mais voilà, moi on va dire que là-dessus on a une analyse différente. Je suis une analyse un peu plus critique de la notion de désobéissance européenne, que je trouve... Je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, j'ai fait je sais plus combien de threads sur Twitter sur ça, j'en ai parlé je sais pas combien de temps sur ce stream, donc je vais pas me relancer dans une diatribe d'une heure sur ça. Pour moi c'est une abomination juridique et politique. Tout n'est pas acheté, ou du moins il y a des choses qui s'analysent et qui se comprennent aussi, hein, et qui sont intéressantes, hein. Tout n'est pas désintéressant en termes d'analyse politique dans la désobéissance européenne, par exemple. Ça dénote quelque part une forme de réalisme politique de la part de la NUPES dans cette doctrine, puisque en fait ça devient un rapport du faible au fort en termes de politique européenne, puisque notamment en tirant enseignement du gouvernement de Tsipras pendant la crise grecque, en gros la désobéissance européenne, c'est une forme de reconnaissance qu'ils n'arriveront pas à convaincre les autres, et du coup s'ils n'arrivent pas à convaincre les autres, faut leur forcer la main. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, comment ils justifient ça, et notamment au regard de l'expérience grecque pendant le gouvernement de Tsipras et la crise grecque. Mais voilà, je m'arrête là-dessus, sinon encore une fois on va passer 2 heures, ce sera très intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup, mais voilà, c'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Relancez-moi un autre moment sur ça, je serais ravi de m'énerver et de balancer des threads et tout ça. Ah, voilà, on va parler d'un truc qui, moi, est un autre de mes datas, parce que, voilà, ceux d'entre vous qui peut-être ne le savent pas, voilà, j'ai travaillé 6 ans et demi au Parlement européen, ça va faire 10 ans que je suis à Bruxelles, putain, je suis vieux. Une de mes spécialités, c'est la régulation des plateformes. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de régulation des plateformes, la régulation des contenus, etc. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé au Parlement européen et après. Et effectivement, il y a quelque chose qui disait, voilà, les plateformes, en fait, elles vendent de la pub. Elles sont là pour vendre de la pub, et ce qui les intéresse, c'est vos données personnelles pour pouvoir justement attirer des publicitaires et pouvoir faire du profit là-dessus. Et quelque chose que je disais souvent, moi je faisais à l'époque quand je travaillais sur la directive droit d'auteur,
pour expliquer en fait la manière de considérer les plateformes, les grandes plateformes particulièrement, les réseaux sociaux, c'est de dire qu'en fait, faut imaginer le contenu sur une plateforme. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Facebook, vous êtes dans une certaine mesure même sur Twitch, là ici. Le contenu qui est là, mon stream là, les mèmes que je fais sur Twitter, les photos que je peux mettre sur Instagram, etc., etc. En fait, la plateforme s'en fout en fait. Tout ça pour la plateforme, c'est juste un appât. C'est la seule fonction en fait de ça. La seule chose que ces plateformes veulent, en fait, c'est vous attirer vous. Ce qu'ils veulent, c'est que vous mordiez à l'hameçon. Donc mon contenu, il est juste là pour vous attirer sur la plateforme et vous faire rester sur la plateforme. C'est pour ça qu'ils essaient de garder les créateurs, etc. etc. C'est pas parce qu'ils s'intéressent à la création des créateurs, etc. Non, c'est parce qu'en fait, ces gens sont là-bas. Et ils vont vous attirer vous, ils vont vous faire rester sur la plateforme, ils vont vous faire rester sur les services de la plateforme, surtout si vous êtes sur des grands services intégrés, style Google, où il y a tout un écosystème de services autour de YouTube, autour de Google, etc. etc. L'idée, c'est, voilà, le contenu n'est qu'un appât. Le contenu n'est qu'un appât pour vous attirer et vous faire rester sur la plateforme à tout prix. Et vous bombarder de publicité, collecter vos données personnelles, etc. etc. Donc ça, c'est toujours une erreur de considérer les plateformes comme étant, voilà, des plateformes de contenu. Non, en fait, c'est des plateformes en fait, de publicité qui se servent des créateurs comme moi, ou même de vous, hein, à votre niveau, comme des appâts pour collecter vos données personnelles et, ultimement, vendre de la pub. Et dans le cas de la désinformation, créer de l'engagement, et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, les algorithmes poussent beaucoup les contenus clivants, qui peuvent être de la désinformation, des appels à la haine, etc. etc. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui, comme Vincent Courant l'expliquait, vont générer de l'engagement, ils vont générer de la réaction. Positive, négative, ils s'en foutent, ça crée de la réaction. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter, vous allez dire merde, ça me parle, en bien ou en mal, et je vais réagir, je vais tweeter, je vais liker, je vais commenter, etc. Et donc vous générez des données supplémentaires, et du coup, ça fait que vous générez de la donnée. Et donc effectivement, c'est l'économie de l'attention, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est quelque chose qui est poussé à son paroxysme sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y avait eu ce qu'on appelle les Facebook Leaks. C'était en 2000... Je sais plus si c'était en 2020 ou en 2021, peut-être en 2021, ouais, 2021, où il y avait eu voilà, des leaks sur Facebook, de la part qui avait été fait par une ancienne employée de Facebook, dont le nom m'échappe à l'instant, Mercedes quelque chose. Son nom m'échappe pour le moment, mais voilà, et elle était venue faire une audition au Parlement européen, etc., pour expliquer que voilà, en fait, tous les algorithmes sont faits, particulièrement à Facebook, mais c'est le cas dans les autres réseaux sociaux, sont faits pour encourager les contenus clivants, parce que c'est ce qui génère du clic, c'est ce qui génère de l'engagement. Et ce qu'il expliquait lui-même, Vincent Couronne, voilà, des mecs au placé disaient voilà, qu'il y avait une approche de neutralité absolue, en disant bah en fait, je m'en fous que le contenu que je pousse soit bien ou pas, tant qu'il génère de l'engagement, tant qu'il génère de la croissance sur mon réseau social. Ce qui est une forme de négation, on va dire, de la responsabilité sociale, sociétale plutôt, que ces plateformes peuvent avoir, et c'est tout le débat sur notamment est-ce que ces plateformes, en fait, sont-elles toujours des plateformes purement privées, ou est-ce que ça devient des espaces publics ? Et dans l'approche européenne, notamment avec le DSA, c'est Pardon. On fait une transition où on commence à considérer ces espaces-là comme des espaces publics, ce qui justifie qu'il y a un certain nombre d'obligations qui s'appliquent à ces services pour pouvoir être présente sur les réseaux sociaux, en Europe, et donc voilà. De quoi on a parlé on a parlé de la question quand on parlait un peu de l'Union européenne, comment est-ce qu'on met la mise en récit, c'est ce qu'on appelait comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens comprennent des sujets. Frances Haugen, merci. C'était pas Mercedes, Frances Haugen, mais merci Dean, c'est effectivement elle. Frances Haugen, effectivement, qui était venue faire une audition au Parlement européen dans le cadre du DSA, donc Facebook devait être un peu en PLS à ce moment-là, mais oui, effectivement, elle était venue faire une audition pour présenter un peu justement ce qu'elle avait révélé, et aussi les potentielles solutions pour ramener un peu dans le droit chemin ces plateformes, ou du moins davantage les contrôler. Après Schrems, c'est encore autre chose. Schrems, lui, c'est un activiste qui a plus mis le doigt sur des pratiques. Ouais, d'accord, ouais, effectivement. C'est pas un lanceur d'alerte, Schrems. C'est un activiste
dont le sport favori c'est de tuer les accords d'échange de données entre l'Union Européenne et les États-Unis. Mais c'est pas un lanceur d'alerte en tant que tel. Je serais à 1000 doigts sur un truc, l'usage des données personnelles, la collecte de données personnelles, le fait que en fait, les plateformes savaient absolument tout de nos vies et qu'on n'avait pas de moyen de contrôler ça, même de s'en débarrasser, il n'y avait pas de droit à l'oubli, etc., etc. Et donc lui, il a mis le doigt dessus et il a contribué indirectement à ce qu'on ait des normes de protection des données personnelles importantes en Europe. Mais c'est pas tout à fait la même chose que Frances Haugen, qui elle est une lanceuse d'alerte et dit voilà, en interne, il y a des trucs pas très catholiques qui se passent et qui se sont faits de manière volontaire parce que la priorité est donnée à la croissance de l'entreprise, même si on sait qu'il y a des choses dangereuses qui peuvent arriver à cause de ça. Bah tiens, puisqu'on est sur le DSA, un truc qui disait oui, le DSA, l'efficacité du DSA va dépendre de ce que la commission met comme énergie, etc. Alors oui, ça c'est toujours le cas, surtout quand on est sur des choses aussi importantes que le DSA. Après là, la commission européenne prend au sérieux le sujet, hein, elle a fait un peu un all-in sur le sujet, en voilà, la régulation numérique, le DSA, le DMA, je fais un all-in là-dessus, avec les difficultés qui vont avec, parce qu'au final on se retrouve avec un texte qui est tellement énorme que l'enforcement, donc l'application de ces normes-là, est un vrai challenge. Par exemple, ils ont des vrais soucis pour recruter des gens qui sont experts sur les plateformes, sur les algorithmes, etc. C'est un truc que Frances Haugen avait dit notamment dans son audition, en disant voilà, le problème sur la régulation des plateformes, notamment en termes d'algorithmes, c'est que dans le monde, il y a peut-être 200 personnes dans le monde qui sont véritablement expertes sur les algorithmes qui fonctionnent sur Instagram, sur Facebook, etc. Et donc du coup, la question c'est comment tu fais pour avoir quelques-uns de ces 200 personnes qui vont bosser pour les régulateurs, pour s'assurer que voilà, les plateformes jouent selon les règles du jeu. Donc ça, c'est un vrai souci que la Commission européenne a pour le moment, c'est avoir du personnel suffisant de gens, et surtout des gens qui sont qualifiés, pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles règles européennes et s'assurer que voilà, ils ne se font pas arnaquer par les plateformes, etc. etc. Et oui, un truc il disait ouais, un truc par exemple dans le DSA, c'est que les règles sont floues. Alors ça, c'est plus une question de technique, une technique légistique et politique politique. Ici, c'est que en fait, dans beaucoup de cas, surtout quand vous êtes sur du droit européen et sur des trucs particulièrement du droit de la technologie, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, régulation numérique, etc. Vous allez très souvent voir des trucs extrêmement flous. Des obligations qui sont très vagues, qui donnent une idée, mais qui sont... En fait, suivant l'interprétation que tu en as, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est pas une erreur, c'est pas un truc c'est pas une erreur, c'est pas les mecs qui sont incompétents qui écrivent des normes qui sont volontairement floues. Oui, alors, je vais revenir sur ce que tu dis après, mais effectivement, on en a discuté. C'est le fait que les règles soient écrites de manière floue, c'est volontaire. Pourquoi ? C'est pour en fait avoir un principe de neutralité, ce qu'on appelle la neutralité technologique des règles, et aussi d'avoir des règles qui sont valables dans le temps. La neutralité technologique d'abord. Les règles, par définition, doivent pouvoir s'appliquer à tout. Elles s'appliquent à tout ce qui tombe dans le champ d'application. Ça veut dire que tu ne fais pas, en général, dans l'immense majorité des cas, tu ne fais pas une loi sur une technologie, ou du moins sur un service en particulier. Par exemple, tu fais pas une loi YouTube. Tu n'as pas une loi sur YouTube où la loi dit, voilà, YouTube doit faire ceci, faire cela. Non, c'est pas écrit comme ça. C'est toujours un service une plateforme de partage de vidéos, une plateforme de partage de ceci, cela. On est sur des concepts qui sont plus larges. On ne parle jamais de services particuliers. On parle rarement de technologies très, très spécifiques. Pourquoi ? Parce que les technologies vont évoluer. Les services vont évoluer. Donc du coup, ça sert à rien de faire un truc qui va couvrir un seul service et pas les autres. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue européen. Et là, on passe sur la question de l'application dans le temps. Ça sert à rien de faire une règle qui est tellement spécifique que 6 mois après, elle est plus valable ou elle est obsolète parce que la technologie a déjà évolué et ne fonctionne plus comme c'était précisément décrit dans le règlement. Donc du coup, c'est pour ça que souvent, vous allez avoir des règles qui sont écrites de manière floue, plus en termes de selon des principes un peu généraux, pour pouvoir s'assurer que ces règles puissent être applicables en fonction de l'évolution des technologies, en fonction de l'évolution des marchés, en fonction de l'évolution des services, et que du coup ta règle ne soit pas obsolète au bout de 6 mois.
Ce qui va compter derrière, c'est l'esprit de la loi et son application. Donc ça, c'est la Commission européenne qui va le faire, c'est les autorités nationales, c'est la Cour de justice qui va donner une jurisprudence pour continuer à encadrer. Mais le fait que c'est écrit de manière floue, c'est pas un truc, c'est pas de la compétence, c'est pas un truc qui est fait pour faire un truc léger ou pas. C'est pour s'assurer que le droit reste valable dans le temps. Parce que sinon, t'as pas envie de quand tu passes 2 ans à écrire, à négocier une loi européenne, t'as pas envie 6 mois après de devoir la remettre sur la table parce qu'il y a une nouvelle évolution technologique que tu n'avais pas anticipée et que du coup tu dois actualiser ton droit qui est beaucoup trop spécifique et qui ne couvrirait pas cette nouvelle évolution technologique. Donc c'est pour ça que et c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de campagnes de communication, de lobbying, etc. Quelqu'un qui n'aime pas une règle va vous dire ah, mais la règle est trop floue, va y avoir un chilling effect, va y avoir une surimplication ou une sous-application du droit parce que peut y avoir telle interprétation, etc. Dans 90% des cas, les lobbies et ONG qui font ça prennent le cadre extrême et vont l'interprétation la plus extrême d'un côté comme de l'autre et te disent que ça va être ce qui va arriver absolument. Dans 99,9% des cas, ça n'est pas le cas. Hein. Le nombre de fois où on a prédit la fin de l'Internet en Europe, l'Internet est toujours là. Le nombre de fois où on a prédit qu'un accord commercial allait détruire la santé des Européens, allait détruire le marché unique, allait détruire tout ce que vous voulez, on se porte toujours très bien. Donc voilà, d'une manière générale, si vous avez affaire à une campagne d'un lobby, d'une ONG sur un texte qui vous dit attention, ça va être l'apocalypse, etc., il y a 99,9% de chances que ça soit une interprétation extrême d'un truc et qui n'arrivera jamais, juste jamais. Donc voilà, c'était mon petit segue sur la notion de flou dans les obligations qui a une raison objective et on va dire bonne hein, en termes de logistique d'exister. Pour revenir sur ce que Little Miss Derrida disait, effectivement, tu as effectivement une affaire devant la Cour suprême aux États-Unis, c'est un truc que j'ai évoqué un tout petit peu dans l'interview, où en fait il y a une survivante franco-américaine, une survivante des attentats de 2015 en France, donc les attentats de Paris. Donc elle a survécu aux attentats de Paris et en fait elle a attaqué Facebook et Twitter. Je crois que c'est Facebook et Twitter. En tout cas, elle a attaqué 2-3 grandes plateformes en les accusant en fait d'avoir leurs algorithmes qui poussent du contenu violent, du contenu terroriste, et que du coup elles devraient être responsables de ce contenu, et que du coup elles font de l'incitation elles-mêmes, elles sont comme leurs algorithmes poussent ces contenus-là, elles deviennent complices elles-mêmes des contenus violents, des contenus terroristes qui sont diffusés. Et donc du coup ce cas est aujourd'hui à la Cour suprême. C'est effectivement un cas qui est extrêmement important, puisque ça relève d'un truc qu'on a discuté pour l'interview, qui est le régime de responsabilité des plateformes. Je vous la fais courte, mais en gros, donc, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous avez le principe d'une responsabilité limitée des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes ne sont pas responsables à 100% de tout ce qui passe sur leur service. Twitch, là, je suis sur leur service, ils hébergent mon stream. Twitch n'est pas automatiquement responsable de tout ce que moi je dis dans ce stream. Par défaut. En revanche, si admettons, je me mettais à dire des trucs complètement illégaux, je faisais de l'appel à la haine, je diffusais des contenus terroristes, etc., et que Twitch venait à devenir tout con, parce que l'un d'entre vous, admettons, allait signaler le stream à Twitch, pour dire attention, il y a un truc illégal qui se passe là-dessus, là, Twitch deviendrait responsable si jamais il voit, il prend connaissance qu'il y a des trucs illégaux qui se passent sur mon stream et qu'il n'agit pas. Là, il devient responsable. C'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité limitée. Avec des exceptions en Europe, c'est notamment parmi les innovations du DSA, un certain nombre de cas où en fait la responsabilité devient de moins en moins limitée pour les plateformes suivant les cas. Et aux États-Unis, il y a toujours ce qu'on appelle la section 230, qui est la partie du droit américain qui consacre cette responsabilité limitée, mais qui n'a pas les exceptions qu'on a en Europe. Et il y a des fortes résistances sur une révision de ces règles-là. Pour plein de raisons différentes, pour des raisons économiques, parce que les gens du net sont des entreprises américaines, donc elles viennent dire « Ah mais attendez, si vous faites ça, vous allez porter préjudice à des entreprises américaines, ça va causer des pertes d'emplois, etc. etc. » Pour des raisons politiques, parce que maintenant, si vous êtes républicain, les républicains utilisent beaucoup la question des algorithmes pour dire que les algorithmes sont anti-droite et
ne poussent pas les contenus, ne poussent que des contenus de gauche ou vont censurer illégitimement les républicains, même les républicains les plus extrêmes. Vous avez des activistes qui sont opposés à une responsabilisation des plateformes parce qu'ils considèrent que ça amènerait à ce qu'on appelle un chilling effect, c'est-à-dire que si tu augmentes le niveau de responsabilité juridique d'une plateforme, bah la plateforme, pour se protéger, va par défaut bloquer tout, ou bloquer énormément de choses, parce qu'elle ne voudra pas prendre le risque d'être responsable. C'est ce qu'on appelle le chilling effect. Et donc du coup ils disent voilà, si on met plus de responsabilisation sur les plateformes, ça va faire que elles vont censurer par défaut, et du coup bah, ça va être mauvais pour la liberté d'expression, etc. etc. Donc il y a plein d'intérêts divergents qui s'opposent là-dessus, qui bloque complètement la discussion aux États-Unis, même si Biden ça fait quelques années qu'il dit que lui voudrait bien revoir cette question de la responsabilité des plateformes, mais avec les républicains qui bloquent sur ça n'est pas près d'arriver. Mais ouais, tout ça pour dire qu'effectivement il y a cet arrêt de la Cour suprême qui pourrait avoir des grandes conséquences aux États-Unis, puisque ça changerait potentiellement le régime de responsabilité des plateformes vis-à-vis de leur algorithme. Si jamais ils disent que les plateformes sont responsables de ce que leurs algorithmes poussent en matière de contenu violent, etc., etc. Et il va y avoir énormément de lobbying autour de ça. Vous pouvez être sûr que les grandes plateformes sont déjà sur le pied de guerre depuis longtemps sur le sujet. Après, je passe plein de sujets. On a parlé de toutes les mécaniques de la désinformation, c'est intéressant. Et on a fini un petit peu sur les questions d'IA. Je l'ai noté parce que j'ai fait un peu l'expérience. Alors attends. En reprenant ta remarque précédente sur le lobbying extrême donnant des cas extrêmes, j'avais lu qu'on n'aurait plus d'algorithme et donc pas de contenu présélectionné. Et pour YouTube, par exemple, ce serait juste une liste de vidéos. Oui, si tu prends une approche extrême, ça pourrait être ça. À l'époque, encore une fois, directive droit d'auteur, à l'époque, il disait, voilà, si YouTube devient responsable en matière de droit d'auteur, il y aura plus de... Par défaut, ils bloqueront tous les contenus qui pourraient avoir du contenu droit d'auteur. Donc par défaut, il y aurait plus de vidéos en fait sur YouTube. Parce qu'ils bloqueraient tout, parce qu'il y aurait un risque qu'il y ait quelque chose de droit d'auteur là-dedans, donc ils bloqueraient tout. Article 13. Article 13, devenu article 17 depuis. Encore un sujet, faut pas me lancer. J'ai passé 3 ans à bosser là-dessus, donc me lancez pas là-dessus, sinon vous allez vous en prendre un tunnel. Hein. Vous allez vous prendre un tunnel. Sur l'article 13 et l'article 17, j'ai fait mon temps et tranché sur cette directive. Et ouais, donc du coup, maintenant, le gros sujet, c'est la question de l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller vous amuser un peu sur ChatGPT, donc cette intelligence artificielle de Google, indirectement. ChatGPT, c'est Google. Je crois que c'est Google, attends. OpenAI, ouais, je crois que c'est Google. Non, c'est Google ou Microsoft. Je sais plus. Enfin bref. Il y a, à un degré, il y a une grande plateforme qui se retrouve derrière. Et donc, c'est une plateforme qui génère du texte. Et bon, vous pouvez l'utiliser pour générer des trucs super marrants. Moi, vous avez probablement vu plein de trucs super drôles de ChatGPT. Moi, un truc que j'adore, c'est par exemple un mec qui demande à ChatGPT de lui faire un guide sur comment retirer une tartine au beurre de cacahuète de son magnétoscope, mais dans le style de la Bible King James. Et donc, t'as ChatGPT qui lui donne les instructions pour retirer une tartine de beurre de cacahuète d'un magnétoscope dans le style de la Bible. C'est à mourir de rire, le truc. Donc, ça fait des trucs assez impressionnants. Mais après, quand vous regardez du point de vue de la désinformation, il y a des trucs assez hardcore. Moi, comme je disais, hier, par pur hasard, j'ai commencé à aller sur ChatGPT, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il savait sur l'Union Européenne. Vous avez dû le voir dans le chat, hein, toutes les 15-20 minutes, vous avez un truc, un fun fact, une citation sur l'Europe qui tombe. Et donc j'ai une archive avec des centaines de citations, des centaines d'anecdotes sur l'Union Européenne et tout. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tester un peu ChatGPT sur ces anecdotes. Est-ce qu'il connaît des anecdotes sur l'Union Européenne? À quel point il connaît l'Union Européenne? Et donc j'ai commencé à me dire, bah tiens, voilà, raconte-moi des anecdotes sur l'Union Européenne. Je vais probablement faire un thread à un moment donné parce que j'ai vu des trucs assez ouf. Et donc en fait, au début, il me sort des trucs qui sont assez legit, qui semblent crédibles, qui me disent vraiment quelque chose moi aussi. Donc je dis, ah bah tiens, cool. Ça se trouve, j'aurais plus besoin de m'emmerder à aller faire des recherches pendant 20 ans pour chercher des nouveaux fun facts sur l'Union Européenne. J'aurais juste à demander à ChatGPT et il me trouvera lui-même les histoires et j'aurais juste à vaguement les vérifier.
Et donc, je commence à lui dire, bah, vas-y, continue de me sortir des anecdotes, des anecdotes, des anecdotes. Et jusqu'à un moment où il me sort un truc où je sais que c'est faux. Et je veux dire, là, il n'y a pas de doute, je sais que c'est faux. Et le truc qui me sort, c'est, je lui demande, voilà, dis-moi un scandale ayant impliqué la Commission européenne. Et il me dit, bah voilà, un scandale sur la Commission européenne, c'est en 2003, la commission de Romano Prodi, qui a dû démissionner en masse, avec les 20 commissaires qui ont démissionné d'un coup, suite à un scandale de corruption. Et d'ailleurs, après ça, il y a eu une grande réforme européenne qui a mené à la création d'un organisme pour la lutte contre la corruption. Donc il me sort une histoire, il me vend ça en disant, voilà, la commission produit est tombée à cause d'un scandale de corruption, et après ça, il y a eu des réformes profondes qui ont été faites pour justement lutter contre ça. Ce qui est complètement faux. La commission produit n'est jamais tombée. La commission produit n'est pas tombée à cause d'un scandale de corruption. Elle a fini son mandat normalement. Il y a une commission qui est tombée, c'est la commission Santer, c'était une commission encore avant, mais pas pour des scandales de corruption. Donc en gros, il m'a sorti un truc qui était faux, et il présentait ça comme un truc, comme une réalité. Et du coup, j'ai commencé à creuser, et en fait, j'ai commencé à réaliser. Salut Tikanis, t'arrives un peu à la fin, mais c'est pas grave, hein, t'es le bienvenu quand même. Et donc à la fin, je continue à creuser, je dis merde, bah vas-y, continue de me raconter des anecdotes, et en fait, en creusant, bah, je m'aperçois soit qu'il me raconte des trucs qui sont des mélanges, où en fait il mélange un bout d'exploit vrai avec et le reste il l'invente. Par exemple, il m'a sorti des trucs. Bah voilà, il y a eu un scandale de notes de frais au Parlement européen qui a mené à des réformes en 2009. Sauf que, alors, il y a eu effectivement en 2009 un scandale sur les notes de frais, mais c'était un scandale qui avait lieu au Royaume-Uni, dans la Chambre des communes, pas au Parlement européen. Et lui, il me dit, c'est un scandale qui a eu lieu en 2009 dans le Parlement européen et qui a mené des réformes au Parlement européen. Donc il prend un truc à moitié vrai, il met ça au niveau européen et il dit, voilà, c'est ça la vérité. Et il m'a fait 2-3 exemples comme ça. Et c'est assez ouf parce que vraiment, il t'assène ça comme de la vérité. Et à l'inverse, je lui ai demandé, par un moment, un autre truc que j'ai fait, je lui ai demandé, voilà, est-ce que cette histoire est vraie? Des trucs que je sais qui sont vrais, des anecdotes. Par exemple, je lui ai demandé, voilà, est-ce que Jean-Claude Juncker a déjà mis une baffe à Viktor Orban? Donc Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie. Est-ce que Orban s'est déjà pris une baffe de Jean-Claude Juncker? Et le ChatGPT me répond, non, ça n'est jamais arrivé, et ce que vous dites, attention, c'est de la désinformation, vous ne devriez pas aller raconter ça. Alors que c'est vrai, effectivement, c'est même un des épisodes les plus célèbres de la commission Juncker, où Juncker, à l'entrée au début d'un sommet européen, au moment de saluer Viktor Orban, lui colle une petite baffe et lui dit, ah, salut dictateur. Et ça, c'est un truc qui a été largement couvert dans la presse, qui est connu. Et lui, il me dit, bah non, c'est faux. Ça n'est pas vrai, c'est de la désinformation ce que tu racontes. Donc c'est assez... ça m'a un peu perturbé, ce truc-là, où il te balance des trucs qui sont faux en te disant que c'est vrai. Et en te le présentant comme ça, de manière vraie. Et c'est vrai que ça va être un vrai enjeu en matière de lutte contre la désinformation, parce que si tu le sais pas, comment tu peux douter? Quand tu peux lutter. Et si tu lui demandes la source, il dira, vous savez, je dépends de plein de sources différentes, donc je peux pas vous donner un truc précis, etc. Donc il joue un peu du violon, donc ça m'avait un peu choqué hier quand j'ai regardé ça. Je vais probablement en faire un thread sur ça dans les jours qui viennent sur Twitter. Faut que je passe du temps ce soir ou demain pour écrire mon thread et mettre en forme tout ça. J'ai pris des screenshots et tout. Enfin, voilà. Suivez-moi sur Twitter. Bon, allez, suivez-moi sur Twitter pour voir ça. Mais voilà. De qui parle-t-on? Je parle de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui génère du texte. Donc je me suis amusé un peu avec ça et ça raconte des conneries de temps en temps. Mais bref, je vois le temps qui passe. Dernière chance, si vous avez une question brûlante que vous avez besoin que je vous réponde ce soir, là tout de suite maintenant. Sinon, je fais ma petite conclusion et on se quitte dans la tristesse, mais la nécessité parce que j'ai pas mangé. Hop. Ok, bon, pas de commentaires en plus, moi pas tout de suite, s'il y en a un, je couvrirai. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Je suis de région parisienne, donc moi, pain au chocolat. Mais je reconnais avec
résistance, la notion de chocolatine. Enfin, moi, j'habite en Belgique, hein, donc par exemple, moi j'ai des trucs pires. Hein, le croissant, ça n'existe pas en Belgique. En Belgique, ce que nous on appelle un croissant, ce que les gens civilisés appellent un croissant, ils appellent ça une cook. Donc voilà, moi je suis encore à un autre niveau de douleur, on va dire, culinaire. Hein, quand on parle de cook, on parle de chicon, etc. C'est pas tous les jours facile d'habiter en Belgique. C'est comme la souveraineté, c'est partagé. Voilà. On va dire ça comme ça. Sur ce, bah écoutez, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne. Si vous avez un Prime qui traîne, vous pouvez même sub la chaîne. C'est toujours apprécié, ça aide beaucoup. Dans tous les cas, je vous invite à suivre mes réseaux sociaux. Hein, vous avez le lien maintenant dans le chat, Twitter, Discord, toutes les bonnes choses. Vous avez juste à cliquer et vous retrouverez tout ça. Autrement, bah écoutez, moi la prochaine fois que je vous retrouve, ça sera jeudi soir pour la revue de presse en anglais, dimanche pour la revue de presse en français. Et ce sera pour cette semaine. La semaine prochaine, j'ai pas encore arrêté mon programme. Il y a moyen que je ne fasse pas d'interview. On va voir, je vous raconterai ça, tout ça dimanche, en fonction de l'évolution des choses. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et bah, je vous retrouve tous fort bientôt, pas demain, jeudi ou alors dimanche. Ciao tout le monde, passez une bonne soirée.